sport aussi qui va animer avec moi il y a Julien et puis Mallory qui sont les cibles de cette soirée, parce qu'on ne va pas discuter entre nous et puis ne rien laisser. Donc on laissera des traces. Alors ces traces, on va les laisser de deux façons, si vous voulez bien. On va les garder avec ce que Julien a noté et Mallory. Et puis vous avez des feuilles à l'entrée, ce qui fait que si jamais au cours de la soirée il y a des questions que vous n'avez pas pu aborder, eh ben, je vous propose de les noter et puis on les rajoutera au milieu de la séance. Cette soirée, il faut qu'elle soit entièrement libre. Hein. On dit ce qu'on a envie. On peut peut-être un petit peu critiquer le passé, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de dire, eh ben, si on partait d'une feuille blanche, qu'est-ce qu'on attend demain? Quelle est l'organisation de demain? Avec une organisation qu'il faut réfléchir en disant, il y a des choses qui ne vont pas chez les autres, mais il y en a aussi beaucoup qui ne vont pas chez nous. Et la première chose qui serait intéressante, c'est de se dire aussi qu'est-ce que nous, on peut proposer en organisation, parce que ce qu'on peut proposer nous, de chez nous, mouvement sportif, on peut être acteur. Ce qu'on peut proposer des autres, si je dis à nos amis députés, il faut un peu plus d'argent, voilà, voilà. D'accord, donc essayons d'être acteurs sur ce que on peut avoir de l'influence. Toutes ces minutes du débat, on les remontera de deux façons. On les remontera sur le site du Grand Débat, parce que c'est normal, c'est là qu'elles sont attendues. Mais on les remontera aussi au CNO-SF, puisque le CNO-SF est aujourd'hui engagé dans une grande réflexion sur le sport, et ils sont intéressés pour savoir qu'est-ce que le terrain pense de l'évolution du sport aujourd'hui. On ne va pas traiter ce soir les 82 questions du Grand Débat. On en a isolé 7 qu'on a transformées sous forme de questions à vision sportive, puisque c'est le mouvement sportif qui nous intéresse. Il y a plein de débats ailleurs qui parlent de toute la citoyenneté, l'organisation, les finances et tout. Ce qu'on voudrait ce soir, c'est qu'on ait vraiment une vision de sport. Qu'est-ce qu'on peut amener au sport? Qu'est-ce que sera le sport de demain? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Je voudrais simplement, j'ai oublié de saluer, on a deux députés dans la salle. On a M. Grouperin, sénateur, je suis Montbéliardais, excusez-moi, et puis M. Alauzet qui est député. Ben, on les présentera quand ils seront là. Et puis donc Rémi Nappé du Conseil territorial, un grand acteur du mouvement sportif. Ce que je vais faire, je vais tout de suite passer la parole à Vincent. Merci Dominique. Donc merci Dominique d'avoir associé tout d'abord le sport et à travers le sport finalement l'Université de Franche-Comté à ce grand débat sur le sport. Vous le voyez ici, les jeunes sont ici de l'université, les enseignants sont en force également. Donc le sport, pourquoi elle est là finalement? Elle est là pour représenter l'université bien sûr, mais aussi parce que dans U-Sport il y a sport, et que U-Sport ça veut dire unité de promotion, de formation et de recherche. Donc sur ces trois aspects-là, finalement, les jeunes qui sont là et les enseignants qui les représentent, eh bien, pourront apporter leurs avis sur les questions que vous allez poser. La deuxième chose, c'est que finalement, à travers les étudiants, il y a bien sûr des avis, mais aussi, ils sont aussi intéressés par l'avenir et finalement que sera la prochaine image du sport qui va découler de nos débats ici. Voilà, donc pour ces deux principales raisons, donc encore merci d'avoir associé le sport et l'université à ce grand débat. Madame Tourol. Merci. Eh bien, moi, je suis associée aussi aux remerciements que vous avez formulés à l'égard du DOS, donc d'avoir pris l'initiative d'organiser ce échange. C'est vrai, vous l'avez dit dans la lettre du président de la République, le Conseil de la mi-janvier lance le grand débat national. Ah, pardon. Donc il lance le grand débat national, donc les thématiques étaient identifiées, donc sur la transition écologique.
l'organisation des services publics. Et il y a un passage aussi dans la lettre du président de la République aux Français qui laisse en fait une ouverture pour traiter d'autres sujets. Et nous avons pensé qu'effectivement, le sujet du sport pouvait être un sujet sur lequel les Français pouvaient exprimer des préoccupations, voire des propositions. Juste le passage donc de du président, dans lequel il dit dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre pour répondre à ces questions, les 4 thématiques que j'ai rappelées. Déterminantes pour l'avenir de notre nation, je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n'importe quel sujet concret dont vous auriez l'impression qu'il pourrait améliorer votre existence au quotidien. Voilà. Et donc, je pense que voilà, le sport est un sujet sur lequel on a probablement, et vous avez probablement beaucoup de choses à dire et à formuler. Donc, merci, M. Muller, d'avoir répondu, d'avoir pris l'initiative de ce temps d'échange. Vous l'avez organisé donc, autour de quelques questions. Donc, je pense qu'il faut maintenant débattre, poser des questions et débattre. Merci, madame. Oh, Laurent, je dois bien aider. Donc maintenant, oui, je voudrais présenter M. Alauzet, surtout pour les Jeux, qui est député du Doubs. Merci d'être venu participer à notre soirée. Bien, alors, on va vous proposer un peu de sport pour commencer. On va essayer de réorganiser la salle pour se voir, pour casser la ligne de démarcation entre l'université et puis le monde sportif. Donc on va vous demander tous de vous rapprocher, on va plutôt essayer de faire un seul cercle si on peut, et puis qu'on attaque les discussions, ça sera plus simple. Et puis on va demander aux étudiants de passer dans l'autre camp. Voilà, on va essayer de se mixer un maximum pour discuter. Donc on vous demande de vous rapprocher un petit peu, et on va essayer de faire un arc de cercle ou un cercle, le mieux possible. Voilà, essayez, Anne, Guillaume, essayez de reculer peut-être un peu pour vous voir. Là, on va se décaler, on va se... Bien, ok, merci pour ce petit exercice. Alors, quelques petites règles de fonctionnement pour préciser comment on va fonctionner. Donc, on va enchaîner les sujets. Donc, on en a, comme disait Dominique, on a sélectionné quelques-uns qu'on a reformulés à notre sauce sportive. Donc, on va vous les présenter au fur et à mesure, environ 15 minutes. On verra le temps que ça prend, etc. Pour la prise de parole, on n'est pas très nombreux, mais on va quand même se donner un petit peu de règles. Simplement de lever la main. Et puis, en fait, on donnera la parole en fonction de l'ordre des levées de main, donc il n'y a pas de, on va faire une hiérarchie comme ça. Ce qu'on voulait, c'est au niveau des prises de parole, demander est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ce qui se sera dit. Il peut y avoir un petit peu de témoignage pour illustrer, pour donner du corps à ce qu'on veut dire, mais par contre, c'est de finir, d'atterrir la prise de parole par des propositions, des pistes, des idées nouvelles, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Environ 2 minutes. Voilà, en 2 minutes, alors on n'est pas très nombreux, ça dure 3 minutes, ça ira encore, on ne savait pas trop combien on allait être, mais environ 2 minutes, ce serait là-dessus. Pas d'attaque personnelle, voilà, on est sur de la proposition d'intérêt général, donc ça on le régulera aussi. On a animé d'autres débats, on est plusieurs à avoir animé des débats dans d'autres territoires, des fois il faut faire attention à ça, donc on sera là pour veiller à la bonne tenue des prises de parole. Et puis comme le disait Dominique, on collecte tout ce qui se sera dit, on essaiera de respecter le plus fidèlement possible les propositions pour les remonter. On peut ne pas être d'accord, avoir des propositions, avoir des diagnostics différents, des propositions différentes. Donc tout ça, on le gardera en l'état sur la retranscription. Voilà. Voilà à peu près l'idée. Donc on a jusqu'à 19h environ.
Si ça déborde, je pense que ce sera compliqué parce que vous avez une réunion après. En tout cas, si ça termine plus tôt, ça se termine plus tôt. On s'est donné 2 heures de discussion. Alors, première question, premier axe. Donc on est dans le grand débat national, donc sur l'axe 4, citoyenneté. Donc on a choisi, premier thème, comment faciliter l'intégration de nouveaux dirigeants dans le milieu sportif. Et deuxième question qui va avec la première, faut-il réorganiser la gouvernance donc du sport, même si on attend que dans quelques temps l'agence du sport, etc. Il y a des propositions qui émergent, mais malgré tout, des idées peuvent émerger. Donc première idée, comment faciliter l'intégration de nouveaux dirigeants dans le milieu sportif. Voilà. Donc le micro peut circuler. On demande pour la prise de parole, donc on lève la main, on se présente, on sache qui parle, et puis on laisse chacun s'exprimer. Jean Bravo, DOS, comité départemental de tennis et club alpin français. Comment faciliter l'intégration? C'est déjà un peu valoriser le rôle du dirigeant dans les structures sportives. Moi, étant dans plusieurs disciplines, je peux vous dire qu'actuellement, c'est très très compliqué de fédérer des dirigeants. Le plus grave problème actuellement, c'est que on cherche de plus en plus à responsabiliser l'action des dirigeants qui sont bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Et certains événements font qu'il est très très compliqué dans plusieurs disciplines, je vous en ai parlé que de 3 où je suis, de pouvoir fédérer et d'intégrer des dirigeants. Donc avant de les intégrer, il faut déjà les trouver. Oui, Rémi Lappé. Donc il y a très longtemps qu'on parle du statut de l'élu sportif. On l'attend toujours. Je crois qu'il serait important parce que si on veut que de nouveaux dirigeants puissent venir, il ne faut pas qu'on leur fasse prendre des risques dans le cadre de leur boulot, pour qu'ils puissent se libérer parce que de plus en plus on a des réunions en journée. C'est un des exemples, mais il est urgent de créer ce statut de l'élu sportif. Madame, à côté de vous. Michel Calandini, la dynamique byzantine. Intégrer des nouveaux dirigeants, je pense que ce n'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est de les garder. Parce que, comme ça vient d'être dit, on nous demande de plus en plus de choses et on nous demande d'en faire de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, on a des contraintes partout. Enfin, dans les clubs, ça devient, je ne vais pas dire ingérable, mais on a énormément de contraintes, que ce soit budgétaires, administratives, etc. Donc moi, des dirigeants, j'en ai. Seulement, au bout d'un an ou deux, avec leur travail, les gens qui travaillent, ils peuvent plus. Donc, Anne Tatu, sociologue à l'USPORT et en charge de la politique sportive de l'Université de Franche-Comté. Donc, vous m'excuserez par avance d'être potentiellement monomaniaque dans mes interventions ce soir, c'est-à-dire que j'interviendrai souvent sur la question de la présence des femmes dans le sport et sur la direction sportive. Oui, c'est comme ça. Il en fallait une. Non, c'est pas la journée, c'est tous les jours. On avait dit pas d'attaque personnelle. Donc je vais peser mes mots justement pour éviter d'attaquer qui que ce soit. La présence des femmes, justement, trouver des dirigeants. Les femmes, elles sont là, elles sont intéressées, ce sont des forces vives, elles ont des compétences. Par contre, effectivement, elles sont dans des situations soit d'autolimitation, c'est-à-dire elles ne se sentent pas la confiance suffisante pour y aller, ou elles sont, on va dire, employées, entre guillemets, sur des postes stéréotypés qui renvoient à l'internet féminin, donc plutôt de secrétariat, etc., alors qu'il y a certainement d'autres compétences qui pourraient être utilisées. Le manque de confiance en elles fait que la formation des dirigeants est une nécessité. Voilà, alors ça s'adresserait aux femmes, mais ça s'adresse aussi aux nouveaux dirigeants, de toute façon. J'enchaîne, Eric Alozé. Du coup, là, je vous entends, je me dis, est-ce que c'est une problématique spécifique au sport ou une problématique plus large du milieu associatif en général, parce qu'on ne retrouve pas les mêmes sujets dans les associations culturelles,
ou dans les autres domaines? Ou est-ce qu'il y a, on peut trouver des problématiques communes, il y a peut-être une spécificité du sport que je pourrais méconnaître? Oui, alors le problème c'est que les conversations vont se croiser. C'est un peu compliqué parce que j'ai levé la main il y a 3-4... moi je reprenais la suite du tout début. Donc déjà Maxime Méret est président du comité du Doubs de handball et je suis aussi vice-président du DOS. Sur facilité, sur la place des femmes, bien sûr c'est complexe. Mais en fait c'est complexe pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le monde associatif se professionnalise de plus en plus. Or, les dirigeants qui gèrent maintenant les salariés ne sont pas formés pour eux. Exemple, j'ai 3 salariés, je suis leur patron, mais je ne sais pas comment on fait. Ça fait peur. Il y a des freins, je dirais, à oser. Notre trésorière n'est pas comptable. Elle, tous les jours, elle a peur que quelqu'un vienne contrôler nos comptes, ce qui est tout à fait normal que ça puisse être fait, mais c'est quelque chose de compliqué parce qu'on n'est pas formé pour eux. Deuxième problème, l'intégration. On a augmenté les distances kilométriques entre les hiérarchies comités, club, comité, ligue avec ces grandes régions. On fait de plus en plus de visioconférences. C'est génial parce que ça fait gagner du temps, mais socialement, c'est catastrophique. Je ne connais pas de bénévoles qui veulent passer leur journée chez eux devant leur télévision ou leur écran d'ordinateur pour être en communication avec leurs partenaires. Le système, on va dire, d'avance, sans tomber dans le conservatisme, de se réunir dans une salle de travail et de finir par un petit pot convivial, disparaît et le bénévole n'aime pas. Je veux dire, ne se reconnaît pas dans tout ça. Moi, je vais répondre à l'interrogation de Madame et de Monsieur Arrosé. L'intégration des femmes, moi j'observe le sport dans le Doubs depuis une vingtaine d'années. Je viens de notre Bourgogne, la région de Bourgogne, je suis resté 20 ans cadre technique régional. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de sexisme dans le monde du sport et dans les dirigeants. Je fais actuellement partie de 2 grosses structures où la présidente c'est une femme, où le chargé de formation c'est une femme, et nous, il n'y a pas de sexisme, et on se bat contre, et surtout au sein du comité olympique. Pour vous rassurer, madame. Après, M. Arrosé, oui, effectivement, le souci que nous rencontrons dans le sport, il est d'autant plus prégnant que dans d'autres associations. Les associations culturelles, ils ont les mêmes soucis de bénévoles, mais ce qui fait peur actuellement, c'est la recherche de responsabilité, notamment quand sur tous les problèmes qu'il peut y avoir au sein des éducateurs. Il y a un sport que j'ai dans le cœur actuellement et qui est bafoué par rapport d'une déviance d'un individu, c'est le rugby actuellement, ça fait mal. Et ça fait peur parce que les gens ne savent plus comment se positionner par rapport à cette problématique. Alors la recherche de responsabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit par rapport au comportement et tout ça, font qu'il y a de plus en plus de mal à avoir des dirigeants qui veulent s'investir et dans des postes de responsabilité au sein des associations sportives, qu'elles soient femmes ou hommes. Par rapport à la formation, c'est vrai qu'il y a un problème de formation, mais depuis des années, que ce soit au sein du DOS ou au sein du CROSS, il y a des formations qui sont proposées pour les dirigeants bénévoles, et malgré tout, que ce soit dans le domaine financier, pour les trésoriers, que ce soit pour le dirigeant, que ce soit pour les éducateurs sportifs, ces formations qui sont multisports, elles n'attirent pas tant de monde que ça, parce que c'est toujours un problème de disponibilité. Les gens, ils ne peuvent pas aller dans leur association pour la faire fonctionner et trouver du temps aussi pour se former. Et j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Rémi Nappé, il faudra trouver un peu comme font pour les pompiers bénévoles, quelque chose pour libérer l'élu ou le dirigeant sportif. Donc, par rapport à la question que tu as dit, pas d'attaque personnelle, donc je n'ai pas accusé qui que ce soit d'être sexiste. Pour autant, et en réponse aussi à la remarque de M. Allouvet, comme dans tous les champs de tradition masculine, c'est-à-dire historiquement pensés par les hommes pour les hommes, il y a quand même un vrai problème d'accès pour les femmes à des postes. Je ne parlerai pas du CLOS, ça m'évitera de parler du mouvement olympique qui n'est pas forcément exemplaire en termes de représentation féminine. Je ne vais pas chercher les causes tout de suite, mais qui n'est pas forcément exemplaire. Toute la semaine, j'ai été à l'ESDF. Donc ça revient aussi sur le handball, au CA du club affaires, pour faire une présentation sur le nouveau projet associatif. En face de moi, j'avais essentiellement des hommes. Voilà.
et c'est pourtant un club de femmes. Donc, en termes de représentation, je ne vais pas jeter la pierre à l'institution, au fonctionnement du milieu sportif, même si je pense qu'il y a effectivement beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Mais de toute façon, si on regarde juste du point de vue des femmes, elles ne se sentent pas en légitimité, en capacité, en droit de s'occuper même de ce qui concerne les femmes. Donc il y a un vrai travail à faire au moins dans leur direction. Après, il y a certainement aussi un travail à faire en direction de l'institution sportive. Alors, les vieux ont beaucoup parlé, donc j'ai envie d'interroger mon président du BDE, Bureau des étudiants de l'USPORT, d'accord, et aussi membre à côté, bah oui, écoute, qui s'est investi. Donc on peut peut-être leur demander, mais finalement, pourquoi les jeunes continuent de s'investir? Parce que c'était une des questions, on n'arrive plus à trouver de dirigeants, et pourtant, il y a des jeunes qui s'investissent. Donc, des motivations. Bon, alors juste, puisque c'est des débats, c'est des débats, c'est une petite bombe. Oui, Guillaume Janin, donc je suis chef de département carrière sociale à Belfort, et puis j'interviens dans une structure aussi médiation par le sport, qui il y a beaucoup d'étudiants ici, mais je félicite déjà pour cela. Primo, sur la question des dirigeants. Les dirigeants s'accrochent aussi à leur place. Hein, ça fait du bien aussi en termes de reconnaissance sociale, d'être à la tête de structures. Je suis d'accord avec vous, c'est pas que propre au sport pour le coup, mais c'est propre aussi au politique. Donc on a ce problème-là, ce problème du statut aussi dirigeant. Et pour connaître un petit peu aussi le champ sportif, il y a des gens qui éliminent assez vite des bénévoles qui pourraient venir éventuellement prendre leur place. Et ça renvoie à un deuxième point, c'est la question des bénévoles. Je pense qu'il n'y a pas une crise du bénévolat. Alors ça, souvent quand je le dis, les gens sont très surpris par mon propos. Il suffit de regarder déjà des chiffres du bénévolat en France. Vous avez une structure qui le fait, ça s'appelle Recherche et Solidarité, qui est en progression. La question, c'est la modalité du bénévolat. Et là, elle a beaucoup changé. Et je pense que ce qu'attendent les milieux sportifs, associatifs et politiques, c'est plus des militants que des bénévoles. Alors, la professionnalisation du champ fait que, effectivement, on a besoin de gens qui sont très militants, sauf que c'est pas comme ça qu'on trouvera des bénévoles. On va repousser les bénévoles en attendant d'eux qui soient des militants. Donc il faut arriver, à mon avis, dans les organisations à faire quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus avenant pour que les gens puissent s'investir. Prendre la parole ici, on le voit pour les étudiants, c'est pas évident. Donc prendre la parole dans une structure sportive, c'est pas évident. Et prendre des responsabilités, c'est encore moins évident. Il y a des compétences que beaucoup de gens n'ont pas. Donc si on ne crée pas les conditions d'accueil des bénévoles, pas des militants, et ensuite si on n'organise pas, alors c'est peut-être ça, hein, la gouvernance des structures, pour que ces gens-là puissent partir et laisser la place à d'autres, y compris dans le champ politique, je pense que ça sera compliqué de changer le système. Donc, prise de parole juste avant. Après, on se donnera encore quelques minutes, on arrive au bout de la séquence, sur les idées d'évolution de gouvernance de manière globale. Donc, du coup, je m'appelle Antonin, du coup, je suis le président du BDE STAPS Byzantin, bureau des étudiants. Nous, on s'investit parce que on pense que le bien-être des étudiants, c'est quelque chose qui est important. Donc, du coup, voilà, on a une structure associative un petit peu comme le même schéma que d'autres associations, donc avec président, secrétaire, trésorier ou trésorière. Nous, on a une trésorière. Donc, nous, on a le côté féminin qui est représenté. À travers du coup cet engagement, voilà, on a différentes missions de sensibilisation, d'amener du coup des projets du coup à travers notre mandat. Quoi dire d'autre? J'étais assez d'accord du coup avec votre intervention et du coup j'ai une question à poser. On parlait de l'histoire de formation, etc. Nous en associatif étudiante, on est très très bien formés du coup par entre guillemets les bureaux nationaux qu'on a au-dessus de nous. Pourquoi les ligues du coup dans chaque domaine respectif ne formeraient pas entre guillemets du coup les associations qui apparaissent au niveau local? Je pense que c'est une des missions qui devrait avoir. Encore quelques, alors, je ne sais plus dans l'ordre. En même temps.
Moi, je vous apporter, bonjour, Maxime Pépin, donc vice-président du Club alpin français. Donc moi, je pense que au niveau de ce sujet, on intervient un petit peu dans tous les domaines, parce que nous, on a une présidente qu'on a voulu. Moi, je suis jeune dirigeant depuis quelques mois. On a des contraintes au niveau de la responsabilité des dirigeants, parce qu'on fait des activités qui sont à risque, comme l'escalade, l'alpinisme, et qui nous engagent. Il y a notamment en ce moment, en termes de juridiction, un problème avec la FFME et un accident qui a eu lieu en 2010 du côté de Toulouse, où la FFME a été condamnée à payer 1,5 million de dommages et intérêts. Donc on est d'autant plus concerné, on fait ces activités, et à partir de là, on a besoin, nous, on a des dirigeants bénévoles, une présidente, on a eu du mal à la trouver, et donc à partir de là, on est pour l'égalité, on est pour rechercher des bénévoles dans dans toutes nos activités, et j'ai envie de dire, on galère à les avoir parce que la présidente, elle donne son tampon, son engagement à chaque fois qu'on organise une sortie à risque. Donc s'il arrive quelque chose, c'est sur elle que ça va retomber. Pour la recherche de bénévoles, nous, on n'a aucun salarié dans notre structure, et donc on fonctionne qu'avec des bénévoles. On encadre des sorties tout au long de l'année, tout au long de la semaine, ce qui est très compliqué à trouver, notamment sur des grands événements. Notamment, il y a le festival Grandeur Nature qui va arriver au mois de juin, et on est particulièrement impliqué dedans, et on a besoin de bénévoles. Et avec M. Bravo, on est en train de travailler sur comment on va réussir à motiver nos membres. Et ça, c'est une grande question. Ça fait déjà quelques mois, quelques années que je me rends compte qu'on a du mal au sein même de notre corporation de trouver des gens qui s'engagent sur ce genre d'événement et qui arrivent à anticiper tout ça. Alors juste pour rebondir sur ce que disait le jeune président, les fédérations forment également des dirigeants, comme elles forment des entraîneurs et elles forment également des arbitres. Simplement, c'est effectivement la formation de dirigeants, en tout cas dans la Fédération française d'athlétisme, c'est la formation de dirigeants qui intéresse le moins les gens, et comme vous le disiez tout à l'heure, encore moins les dames que les messieurs. Donc on n'a pas un grand succès sur les formations de dirigeants, c'est un peu dommage et un peu compliqué. Et puis juste pour dire qu'aujourd'hui on a des jeunes qui s'engagent. Un exemple, club d'athlétisme chez moi, une toute jeune prof de PS, puisqu'elle débute, elle est actuellement donc, en première année ici sur Besançon, a continué son activité, elle est là, sauf que l'année prochaine elle va aller sur Créteil, et puis j'espère qu'elle s'engagera à Créteil, mais c'est pas gagné. Oui, voilà, c'est pas pour m'immiscer dans le débat, mais c'est juste pour apporter une précision, parce que vous évoquez donc la disponibilité des bénévoles et la compatibilité de la fonction de bénévole dans un club avec des contraintes professionnelles, voire personnelles. Il y a un dispositif dans la loi égalité citoyenneté donc de décembre 2016 qui est la réserve citoyenne. Et je pense que c'est un dispositif qui est peut-être pas connu. C'est peut-être pas la panacée en termes de volume horaire annuel, donc qui peut être mobilisé. Mais en tout cas, il faut se rappeler que cette disposition législative, elle existe. Mathieu. Je propose qu'on passe à la deuxième question. Je vais vraiment très rapidement. L'intégration, franchement, moi je parle que du handball, c'est pas un problème. Des bénévoles, à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un, on trouve. C'est la fidélisation qui est compliquée. Les gens sont globalement, j'exagère peut-être mais c'est pour aller vite, consommateurs d'eux. C'est-à-dire que sur une activité, les bénévoles on en aura plein. Sur une deuxième, ce ne sera pas les mêmes. Pourquoi? Parce que vie professionnelle, vous le disiez tout de suite, vie familiale, alors oui, inégalité d'accès, je dirais, à l'activité extra-familiale entre hommes et garçons, je pense que c'est plutôt par là qu'il faut aller. Moi j'adorerais que les discussions sur la féminisation du sport ne soient pas culpabilisantes pour les hommes. Quand je lis « faut-il réorganiser la gouvernance », je me sens
Ça fait 34 ans que je suis un élu et que j'adorerais partir, j'adorerais laisser ma place, mais un an avant les élections, on propose à nos licenciés d'être candidats pour prendre notre place et il n'y a personne. Et tous les ans, on reste parce que si on s'arrête, c'est l'activité qui tombe. Donc, au-delà de réorganiser et de faciliter l'intégration, il y a d'autres questions qui sont, je dirais, bien plus complexes. Merci. Donc, je ne facilite pas la chose pour parler de la question suivante. Hein, faut-il réorganiser la gouvernance? Derrière cette question-là, il y a tout un tas de questions. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de mandats? Est-ce qu'on n'a pas trop de structures? Est-ce qu'on n'a pas un empilement à millefeuille entre le club, les comités départementaux, les ligues, les fédérations on a une organisation aujourd'hui. Est-ce qu'elle répond encore aux attentes? On voit souvent les éducateurs, vous allez sortir de votre métier de staff avec souvent de la multi-activité, de la multi-compétence. Et souvent, nous, dans les clubs, on est en monocompétence. Donc, il faut qu'on voit que là, il y a un écart entre ce que font les clubs et la compétence qu'ont les gens qui arrivent sur le marché. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions. À vous la parole. Pour se donner effectivement quelques minutes avant de changer de thème. Voilà. Peut-être sans faire réagir sur le cumul des mandats. C'est une solution. Ça, on l'a pris sur le grand débat. Chaque fois qu'on est au quartier et qu'on discute, on trouve qu'on a trop de députés qui sont réélus ou qui se représentent systématiquement. Est-ce que nous, c'est pas notre maladie aussi dans le mouvement sportif? Est-ce qu'on n'est pas aussi à la même image? Le problème, c'est que dans un club, comme le disait monsieur, un an avant l'Assemblée Générale, vous dites, bon ben voilà, un tel s'en va, parce qu'on arrive à un âge où, voilà, qui se présente. Ah ben oui, mais tu faisais ça, mais je crois qu'il va falloir qu'on soit 2 ou 3 pour le faire, parce que nous, on travaille, on a des enfants, on est encore jeunes et on ne peut pas. Le problème, c'est qu'après trouver 3 ou 4 personnes au lieu d'une, ça devient très compliqué. Donc, voilà, non pas qu'on veuille cumuler tout ce qu'on fait. Moi, je vois, j'ai 2 vice-présidentes, une trésorière adjointe. Bon, je n'ai que des femmes, je suis désolée. Les messieurs, ils s'occupent que de la buvette quand on fait des compétitions. C'est déjà bien. Ils ont un certain savoir-faire. Voilà, ils ont un certain savoir-faire. Mais voilà, bon, on essaye d'étoffer justement pour distribuer les tâches, pour qu'après, ça puisse être plus simple. Mais on se rend compte que c'est pas plus simple en fait. Donc deux éléments que Guillaume, mon voisin de gauche, a soulevé, enfin un premier devant vous et puis l'autre en aparté. On peut s'accrocher à un mandat, on peut s'accrocher à un poste parce qu'il y a du prestige, un rapport au pouvoir. Donc voilà la raison pour laquelle on ne peut pas partir. Ce sont des choses qui arrivent, oui, ce sont des choses qui arrivent malgré tout. Voilà, c'est beaucoup de responsabilité. Ça peut être un des éléments. Et le deuxième élément, que Guillaume a abordé en aparté, c'est le fait de ne pas vouloir lâcher un poste, ce que vous avez dit, parce qu'on se dit, ben oui, mais derrière, il n'y aura personne. Et du coup, comme on reste en place, il n'y a personne qui se mobilise pour prendre la place. Je l'ai vécu sur la responsabilité de la LPRO, et voilà, quand on croit dans quelque chose et qu'on s'y engage, on a peur de partir et qu'il n'y ait personne derrière, et que ça se casse la figure. Donc, tout ce travail-là pour rien, c'est vrai qu'on s'auto-culpabilise et on s'empêche de partir. Une solution un peu simple sur l'histoire du cumul des mandats, c'est celle par exemple qui est adoptée au niveau de la présidence de l'université, c'est 2 mandats maximum. Point. Voilà. Donc plutôt que la question du cumul des mandats, c'est l'enchaînement des mandats. Et puis au bout d'un moment, ben, voilà, vous avez fait vos 2 mandats et vous partez. Vous passez le flambeau. Comme ça, on sait qu'il faut préparer la suite. Il n'y a plus de choix. Est-ce qu'il y a d'autres propositions sur ce sujet de cumul des mandats? Sur la gouvernance, c'était sur la gouvernance? Oui, bah, moi, sur la gouvernance, c'est avec l'existence donc maintenant des grandes ligues, je prends un comité, quelle délégation reçoit-il aujourd'hui par rapport à ce changement de frontière territoriale? Première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'on ne devrait pas penser à supprimer donc, la notion de département dans le monde associatif et de le remplacer par la notion de bassin de pratique? Pourquoi je dis ça? C'est parce que je reste convaincu, on prend le SBF par exemple, pour le handball,
serait bien meilleur qu'un comité départemental pour gérer le développement de l'activité handball féminin sur un bassin d'habitants. Quand tu parlais de strates, il me semble qu'il y a une strate qui pourrait disparaître pour justement avoir moins on va dire, de surcharge hiérarchique et d'être plus dans ce qu'on appellerait la proximité au plus près d'eux. Il me semble que ça peut être intéressant. Est-ce que ça va pour les prises de parole? Alors, c'est bon. Thématique suivante, hein, c'est un petit peu dans la continuité, mais avec un angle d'attaque un petit peu différent. Donc, c'est plutôt la participation aux instances de décision, alors plutôt dans le monde sportif, du coup. Donc, pensez-vous que la participation des acteurs rendre bénévoles aux élections est suffisante? Comment les inciter à participer plus, davantage, etc. Donc là, vous pouvez aussi témoigner de comment vous avez réussi à faire venir les membres pour décider à certaines instances, etc. Au-delà de prendre des responsabilités, comme vous l'avez évoqué dans les thèmes d'avant. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des solutions qui ont été expérimentées? Juste deux points. Premier point, c'est je pense qu'il faut vraiment qu'on réalise, et comme le monde politique se rend compte aujourd'hui, comme beaucoup d'autres institutions se rendent compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie crise institutionnelle. Et que je pense que les grosses machines institutionnelles sont face à un défi, c'est-à-dire soit elles se professionnalisent complètement, et à ce moment-là, le situationnalité disparaît, il n'y a aucun intérêt. Soit il y a encore un intérêt à être dans le secteur associatif, il faut vraiment changer complètement de méthode de travail. Et cette méthode de travail, c'est-à-dire s'adapter à des publics, parce que on parle que d'institutions, mais c'est les gens qui sont dedans. Aujourd'hui, les personnes, les publics, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la question de la consommation, parce que la question de la consommation, c'est ne voir que l'aspect de la présence dans les clubs. Mais être là et ne pas vouloir s'intéresser aux autres, c'est pas avoir une seule attitude de consommation, c'est qu'on a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs. Donc c'est pas une attitude de consommation. La question, c'est comment on leur laisse la place, et en tenant compte d'eux. Et ça, je ne suis pas sûr que, ni dans le champ sportif, ni dans beaucoup d'autres champs, on intègre l'idée que les gens, ils ont peut-être envie de certaines choses, de faire valoir leurs compétences, par exemple. Ici, il y a des étudiants, ce serait alors, le directeur du des sports, donc je profite, ce serait tellement bien que dans leur cursus, on puisse leur permettre, dans leur cursus, de s'investir dans le champ sportif. Et tout d'un coup, vous avez 1000 bénévoles qui débarquent sur le territoire. Et après, qu'ils construisent leur parcours professionnel à partir aussi d'expériences bénévoles. Et ça s'organise. Et je pense que une des grandes erreurs sur la question du bénévolat et de la vie associative, c'est de croire que ça se fait comme ça. Et ça, c'est la vision libérale de l'individu. L'individu, il vit dans un collectif. Et le collectif, si on ne le crée pas, à mon avis, il ne viendra pas. Donc la participation des acteurs aux élections suffisantes, non, pas du tout, elle est très très insuffisante. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le sport. Et je vais vous parler d'un sport où il était amateur jusqu'à maintenant, qui est passé professionnel, et dont certains acteurs, dirigeants, sont toujours bénévoles dans un monde hyper professionnel et hyper financier, c'est le rugby. Je peux vous dire qu'il y a une différence d'implication entre les dirigeants qui soient là, oui, il y en a certains qui s'accrochent dans ces postes de dirigeants, tout en étant bénévoles. Les participations, moi je vous parle, je suis omnisport, je suis intégré dans plusieurs sports. Dernièrement, je suis dans un club de tennis, j'ai un de mes anciens membres qui est ici, 340 licenciés dans le club, assemblée générale, 7 personnes. Même pas le comité directeur au complet, juste le bureau. Et pourtant, on faisait tout. Alors là, maintenant, je suis dans un club byzantin où nous sommes 600 adhérents. Et bien, pour faire l'assemblée générale, qui est extraordinaire en nombre d'adhérents, on n'a pas 600 adhérents qui viennent à l'assemblée générale. On en a 70. 97 cette année, parce qu'on avait fait une animation avec des coursales, on a fait une animation sur l'handisport, tout ça, avec des films, on a fait amener autre chose avec un film sur la nature, c'était quoi cette année? C'était le Groenland, traverser du Groenland. Ça attire des personnes et en même temps, on fait notre assemblée générale. Mais ça n'intéresse pas tant les gens. Alors, oui, vous dites tout à l'heure, il n'y a pas des gens de consommateurs. Moi, je peux vous dire, dans plusieurs actions, dans plusieurs associations sportives où je suis, il y a une partie de consommateurs, on le sait, on ne les intéressera pas. On va en chercher quelques-uns de temps en temps, parce que ceux-là sont parfois consommateurs 2 ans, et puis après, ils sont participants, ils deviennent dirigeants.
Mais c'est rare, et parmi ces gens-là, on aimerait qu'il y ait un peu plus qui est la fibre dirigeante. Et c'est difficile de faire la part des choses. Alors, c'est vrai, on les intègre, on le sait, c'est un état des faits, mais comment les rendre peut-être plus attractifs? Pas les associations elles-mêmes qui vont y arriver tout seuls. Oui, donc je réponds juste à Guillaume sur l'interpellation. Donc, à l'USport, tu étais encore avec nous il y a quelques temps, et donc tu sais bien que licence 2, licence 3, master 1, master 2, tous nos étudiants partent chaque année en stage et finalement irriguent l'ensemble des associations du territoire, d'accord, sur des choses qui sont incluses dans la formation. Ce qui pose peut-être problème, c'est sur les autres formations qui, elles, n'ont pas à vocation d'abreuver, on dirait, les associations. Il y a une unité d'enseignement libre au niveau de l'université, de l'engagement étudiant. Et là, effectivement, il y a finalement très peu d'autres STAPS. Enfin, STAPS, c'est dans leur cursus de formation. Et on s'aperçoit que sur les autres domaines de formation de l'université, il y a très peu d'étudiants qui viennent bénéficier de cette unité d'enseignement libre, qui leur apporte du bonus au niveau des points sur les semestres. On s'aperçoit que finalement, il y a peu de candidats à ces unités. Ce qui veut dire que finalement, il n'y a pas beaucoup d'engagement en dehors des choses obligatoires du stage, effectivement, qu'on organise. Anne, tu peux peut-être compléter. Oui, une chose dont tu pouvais parler aussi, Vincent, c'est le supplément au diplôme. Du coup, c'est la valorisation des différents types d'engagement ou de compétences qu'on va chercher dans des éléments qui ne sont pas dans les unités de formation, justement, dans les unités d'enseignement. Et je pense que c'est... Alors, j'avoue méconnaître la loi de 2016, mais peut-être que c'est déjà prévu comme disposition, c'est qu'il y ait effectivement une valorisation de l'engagement bénévole, de l'engagement dans l'interaction associative, qu'elle soit sportive ou autre, dans les carrières des professionnels, tout simplement. De la même manière que ça se fait dans la valorisation des diplômes, avec le supplément au diplôme pour les étudiants. Je ne savais pas que les licences et masters étaient entre guillemets susceptibles d'intervenir dans le monde associatif. Sachez que j'en ai jamais vu, qu'ils sont les bienvenus au niveau du handball. Par contre, non, mais je vous donnerai mon numéro de téléphone tout à l'heure. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est quand j'étais gamin, quand j'avais votre âge, les profs de PS venaient nous chercher et nous dire, toi t'es fait pour le handball, toi t'es fait pour l'athlétisme, et on y allait. Aujourd'hui, je viens vite de regarder un petit peu l'ensemble des entraîneurs que j'ai dans les clubs, du Doubs, je parle bien du Doubs, hors BMA qui sont avec le Nord-Franche-Comté, il n'y a pas de profs de PS aujourd'hui qui globalement s'investissent dans le développement autre que le pour eux. Le pour eux, soit comme joueurs, d'accord, soit parce que leurs enfants sont ici. Et puis maintenant, pour vous dire quelles sont les solutions par rapport à la question qui est au tableau, nous avons des mamans, nous avons des papas qui s'investissent quand leurs enfants arrivent dans l'activité. Et quand les enfants deviennent grands ados, ils s'en vont, les parents s'en vont. Quand je parlais de consommateurs, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire la fidélisation sur 30, 40, 50 ans, c'était avant, et c'est presque quelque chose qui a disparu. Donc c'est vraiment profondément sociétal le problème de cet engagement, la notion d'engagement. Moi, je voulais rebondir par rapport un petit peu à ce qui est dit au niveau de l'engagement des bénévoles. Je pense qu'il faut différencier les professionnels, ou ceux qui sont indemnisés pour faire ça, et les acteurs bénévoles qui, eux, font ça sur leur temps libre. Et donc, pour les inciter à participer davantage, je pense que c'est surtout réfléchir en termes de reconnaissance, récompense. Qu'est-ce qu'on peut fournir à ces bénévoles-là? J'ai eu cette semaine en entreprise des débats au sein de l'entreprise sur comment même le salarié avoir plus de reconnaissance et qui c'est pas forcément une histoire de rémunération au niveau du bénévole, c'est trouver les bons leviers qui font que la personne va vouloir s'engager, continuer à s'engager. Nous, ce qu'on propose par exemple au Club Alpin, c'est pour tous nos formateurs, vu qu'on est sur des activités qui sont formés, le club les indemnise et rembourse les formations qu'ils peuvent faire.
J'enchaîne. C'est une question que je me pose à l'instant, hein, donc elle n'est pas très, très aboutie sur la question de l'engagement. Je partage ce que vous avez dit sur l'étiolement de l'engagement dans la durée, la répétition, hein, quand il faut tous les mois ou toutes les semaines, soit en tant que dirigeant, dans la conseil d'administration, soit même en tant que parent, pour accompagner ses enfants tout au long de ses activités, qu'elles soient sportives ou autres d'ailleurs. Je m'interroge sur le parallèle entre cet étiolement de l'engagement et l'étiolement, pardon, ça peut-être un peu brutal et un peu raccourci, mais de la parentalité en général. Voilà, et ça dépasse largement le cadre du sport. Quand on dit ils viennent les premières années puis après on ne les voit plus, je crains que ce soit bien au-delà de la question de l'accompagnement au sport, soit en général, pour tout un tas de raisons. Hein, les familles éclatées, ça complique la vie, les tas d'activités que les gens peuvent avoir, les tas de sursollicitations qu'ils peuvent avoir sur des tas d'activités qui multiplient les activités. Je ne parle pas du temps devant la télévision, les ordinateurs ou les smartphones et compagnie. Voilà, donc ma question, elle chemine en même temps dans la tête que là, c'est notre problème. Je pense qu'elle est partagée. Et je rajouterai un élément qui me semble aussi primordial, c'est le coût. C'est le coût de l'activité bénévole, c'est le coût de l'engagement, c'est le coût de la licence, c'est le coût de la pratique sportive. Quand je parle du coût, c'est argent et temps. Il y a de l'argent, mais c'est pas forcément. Enfin, moi, là, j'interviens en tant que participant. Hein. Moi, j'avais fait une enquête dans un club où j'étais président dans une autre vie. Hein, et en réalité, on s'était aperçu que la première cause de départ, le premier frein à la pratique, c'était pas l'argent, c'était la mobilité. Et quand je dis la mobilité, y compris chez des gens qui avaient une voiture, y compris. C'était de se dire comment mon gamin, que le club de sport est ouvert de 4 à 5, comment je fais pour l'emmener quand je travaille, comment je fais pour aller le chercher, comment. Il y a tout un aspect mobilité que souvent on n'appréhende pas dans la pratique. Oui, du coup, quand on parle de valorisation, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Après, je pense qu'il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'on a envie de s'engager quand il y a une image derrière, une association, etc., qu'on y trouve un côté fun, qu'il y a une bonne ambiance. Je sais plus ce que je voulais dire après, mais... Non, mais c'est important de... En fait, c'est du lobbying. On fait du lobbying. Nous, quand on le voit avec les bureaux des étudiants, on leur vend un petit peu la chose en disant, ben voilà, ça, faire ce poste-là, c'est quelque chose qui est quand même super bien et tout. On a une famille derrière ça, on a un groupe, on fait des choses ensemble et tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher, côté innovant, derrière ça, pour vraiment donner aux gens envie de s'investir, avoir vraiment qu'il y ait une image qui ressorte par rapport à ça, en se disant, bah ouais, ce club-là, franchement... tous les dimanches, ils font un apéritif et tout ça. Voilà. On en parle, mais c'est vrai que ça donne envie en fait de venir. Il y a un moment de convivialité et de dire, ben, oh, on fait un petit peu de lobbying, etc. Ben, c'est vrai que dans 2 ans, il va falloir changer et tout. Est-ce que tu te sentirais par ce poste et tout ça? Ben ouais, il y a l'apéro et tout. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vraiment chercher à creuser de ce côté-là. Vous présentez, pardon, vous présentez. Edmond Besson, donc, je suis le DOS. Donc, moi, j'étais présidente du club département de judo. Donc, voilà, je suis pendant 12 ans. Donc, ma passion, c'était le judo. C'est toujours le judo. Je vais 2 fois par semaine. Et là, je pense qu'il faudrait plutôt passer votre passion pour votre sport plutôt que l'apéritif, tout simplement. Là, on peut aller avec l'autre aussi, mais je pense que quand on parle quand même du sport, moi je mettrais ça en avant. Merci. Guillaume. Oui, je reviens sur un point que j'avais le premier point, c'est qu'on n'arrête pas de parler des structures, de ce qu'il faudrait que les gens fassent, mais pas encore. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus lassant dans notre discussion. On n'a pas encore parlé des gens eux-mêmes. Je pense on a tous
une vision de la société aujourd'hui et des gens tels qu'ils fonctionnent. Et je trouve que les interventions sont assez culpabilisantes. Les gens, ils sont dans la consommation, ils veulent pas, c'est plus ce que c'était. Mais c'est quoi les gens aujourd'hui? Quelle est votre image des gens aujourd'hui? Moi, j'ai l'image de personnes qui sont très occupées par beaucoup d'activités, qui sont très ouverts, qui sont peut-être beaucoup plus tournés vers la vie privée que la vie publique. Parce que je vous rappelle que les gens qui étaient tournés vers la vie publique il y a 10, 20, 30 ans, je ne sais pas au niveau de leur vie privée ce qui s'est passé, mais les témoignages en tout cas de gens qui sont fortement investis dans les années 60, je peux vous dire que les enfants de ces gens-là, et la littérature en témoigne, ne sont pas tous très contents. Donc aujourd'hui, il y a, moi en tout cas c'est la vision que j'en ai, c'est des gens qui sont très tournés vers la vie privée parce qu'ils font des belles choses. Et c'est la question de la parentalité. Je pense que contrairement à ce que vous avez dit, les gens sont extrêmement préoccupés par la parentalité. Et toutes les enquêtes qui sont faites aujourd'hui sur l'accompagnement des familles, c'est un intérêt très fort sur la parentalité. De là à ce que les gens sachent et aient des compétences de parents, ça c'est complètement différent. Mais en tout cas, c'est une obsession. C'est une obsession. Donc je pense que ce qui serait vachement intéressant, je trouve dans le milieu sportif, c'est que les gens discutent de la façon dont ils voient leurs membres et qu'est-ce qu'ils en attendent. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sous-entendus. On parle beaucoup des besoins des structures, mais peu des gens en fait. Alors, petite prise de parole perso, autre que l'animation et distribuer les plats. 2 idées à proposer par rapport à cet axe-là, parce que j'aime bien quand tu évoquais l'idée d'être innovant, qu'il faut inventer des choses. Il y a plein de choses qui se font dans des structures où on a des taux de participation très importants aux grandes décisions, aux assemblées générales, etc. Alors, moi, j'ai deux idées que j'ai pu puiser dans l'analyse, dans l'observation de ce qui a pu marcher autre part. Premièrement, rendre obligatoire certaines prises de décision, certaines décisions, c'est-à-dire qu'on prend une adhésion, on a une obligation à donner son avis, voter sur certains points. Donc il y a des clubs, j'ai un club en tête à Oyonnax qui a fait ça, un club de football par exemple, et en fait ils ont incité chaque équipe, donc les enfants, décider de certaines choses de leur vie de club. Donc ça peut être les maillots, ça peut être des choses très basiques, mais d'apprendre dès le plus jeune âge à prendre des décisions. Et eux, ils ont fait l'expérimentation en passant par l'obligation de participer au vote, à des votes. Pas forcément les grands votes à la fin de l'année, rapport d'activité, etc., mais des petits votes, des petites choses. Donc ça, c'est le premier point, rendre obligatoire. Et deuxième point qui marche aussi, c'est d'inventer des modes de vote, de votation, qui ne soient pas que une fois par an, en réunion, etc., qui soient sur des modes virtuels, à distance, où on a une semaine pour voter sur un point, et non pas juste à main levée comme ça rapidement, sans qu'on s'intéresse à qui a voté, etc. Donc il existe plein de choses, et ça peut redonner du souffle à la démocratie associative. En tout cas, il y a des expérimentations en cours qui marchent. Voilà. Du coup, dans l'ordre, je ne sais plus trop, je suis désolé. Juste une réaction par rapport à ça, si c'est possible. Je trouve les idées excellentes. Parce que c'est vrai que nos assemblées générales, qu'elles soient de clubs, de comités départementaux, de comités régionaux, sont souvent pas très passionnantes pour celui qui vient. En dehors des 7-8 personnes qui sont investies dans les bureaux, les autres trouvent un peu le temps long pendant nos réunions. Donc je pense que c'est sans doute ce qui fait que les gens se désintéressent de nos assemblées générales. Juste pour rebondir avec ce qu'avait dit Antonin, il parlait de famille. J'associe ça à la notion de sentiment d'appartenance. Il y a quand même des modèles à l'étranger qui montrent que finalement, quand on arrive dans une structure, on ne se pose même pas la question. On devient un membre important de cette structure. Bon, évidemment, je pense à travers ça des États-Unis. Quand on arrive à l'université aux États-Unis, on adopte immédiatement l'emblème et on est fier de porter haut les couleurs de l'université. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est cette idée-là qu'on pourrait essayer de mettre en place. Ça, je m'y attends. En tant que président du comité olympique, je participe à beaucoup d'assemblées générales. Bien sûr, il y en a plein où il y a peu de monde. Celle où il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'il y a un beau casse-croûte après. Voilà. Mais ce qui me surprend toujours dans ces assemblées générales, et je me dis, je comprends des fois pourquoi les gens ne viennent pas, parce que on parle du passé, on parle des comptes, on présente même un budget prévisionnel, mais c'est une formalité. Dans ceux qui veulent rester à l'Assemblée générale, vous allez voir qu'on va passer toute une partie de formalités qui n'ont aucun intérêt, globalement.
Et par contre, j'entends très rarement parler de futur, d'avenir, qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment. Et le projet associatif, je suis persuadé qu'il y a un très grand nombre de clubs qui ne se sont jamais arrêtés pour se dire, mais mon projet associatif, est-ce que je suis toujours dedans? Est-ce que je le vis toujours? Et quand on regarde un petit peu, et ce qui me perturbe, c'est que quand on écoute France Bénévolat, quand on s'assoit, je suis d'accord avec quelqu'un tout à l'heure qui a dit il y a de plus en plus de bénévoles. Aubert de France Bénévolat dit même des fois qu'il a des bénévoles qui ne savaient pas quoi faire. Et nous, on souffre de manque de bénévolat. Et je me dis des fois, une structure, elle a peut-être une durée de vie. La durée de vie de son équipe dirigeante, la durée parce qu'ils sont partis dans un projet, dans une idée, dans une envie, et puis arrive un moment, et ben, cette envie n'existe plus, puis on essaye quand même de faire perdurer, comme quelqu'un disait tout à l'heure, la structure à tout prix. Alors que les hommes n'en ont peut-être plus forcément envie. Et c'est comme ça qu'on voit des fois des clubs qui renaissent à côté, et puis qui marchent bien parce que les gens ont réfléchi à un nouveau projet, parce qu'on regarde le nombre de clubs, globalement, il ne diminue pas, il y en a qui meurent, il y en a qui se créent, et peut-être que c'est cette notion de projet qui n'existe plus dans le club, et puis naturellement, il disparaît. Enfin, c'était le moment. Dernière prise de parole, puis on va changer de thème. Pour en revenir au bénévolat, moi je pense qu'on ne manque pas de bénévoles. Enfin, moi je vois dans mon club, on a 110 licenciés, c'est pas énorme. J'ai quand même un comité de 15 personnes, j'ai une dizaine d'entraîneurs, des jeunes, hein, ça va de 15 à 20 ans. Mais le problème, c'est que les gens qui sont là, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Ils n'ont pas envie que ça leur retombe dessus. Ben, vous êtes président, moi je suis présidente du club. S'il y a un problème, ben voilà, les gens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est avoir la responsabilité. Mais des bénévoles, moi j'en ai plein. C'est pas ça qui manque. Enfin, personnellement, moi c'est pas ça qui manque. Moi je vais compléter ce que disait tout à l'heure Guillaume. Moi je vous ai dit, je suis dans plusieurs activités. Il y en a une qui me plaît actuellement, c'est au CAF, au niveau national, nous avons mis en forme une formation qui était voulue, qui était désirée, mais elle commence vraiment cette année, où ça s'adresse à l'ensemble des licenciés, de par leurs besoins, mais on les forme à éventuellement devenir dirigeants. Et on part un peu de leurs besoins, mais en leur impliquant dans la formation qu'est-ce qu'on veut. Et on part ça et on explique, et c'est le leitmotiv un peu de nos affiches, l'esprit club alpin. Ça veut dire quoi? Donc ça revient à peu près à ce qu'il disait par rapport au sport. Moi j'étais en Afrique du Sud, je peux vous dire que l'appartenance à un club c'est encore plus, et du temps de l'apartheid, c'est comme ça qu'ils ont pu attirer les gens. Et on peut faire un long débat là-dessus. Et moi j'ai trouvé ce qui se fait au CAF, et c'est pour ça que je m'y plais, et il n'y a pas si longtemps que j'y suis, il y a que quelques années, j'aimerais que ça se transpose à d'autres activités sportives où je suis, et ce sera difficile. Et cet esprit de partir de ce que veulent chercher les gens, alors nous, on n'en a rien à faire des consommateurs et des pas consommateurs. On le sait. Mais comme je disait tout à l'heure mon collègue Maxime, c'est que nous, on a des sports à risque. Et moi, je peux vous dire qu'avec l'équipe dirigeante, il y a notre président, mais à chaque activité du week-end où tu regardes tout ce qui se passe en avalanche, tout ça, accident d'escalade ou lui sur l'escalade, pour vous dire qu'on n'est pas bien. Et on a essayé, par ces formations, d'amener les gens, pas leur dire qu'est-ce que vous venez chercher, oui, mais essayer de responsabiliser les gens. Et je pense que si ce genre de formation était fait dans d'autres disciplines, on y gagnerait. Juste pour rebondir sur exactement ce que tu dis, au club alpin, finalement, au-delà de l'activité, on est plutôt à apprendre la montagne avant d'apprendre l'activité, en fait. Dernière prise de parole sur le thème, et puis on change d'axe. Peut-être une piste. S'il y a un fossé qui se creuse entre, d'un côté, des responsabilités de plus en plus lourdes, de plus en plus complexes, on dit juridiquement, techniquement, voilà, c'est de plus en plus compliqué d'être un dirigeant et les gens peut-être de plus en plus peur, etc. Et de l'autre côté, un engagement de moins en moins constant, plus sporadique, etc. Mais un potentiel à se mobiliser énorme de beaucoup de gens, mais de façon plus ponctuelle. Est-ce que c'est pas peut-être le moment de réfléchir à une autre façon de concevoir l'engagement qui tienne compte de cette réalité d'aujourd'hui? Comment c'est possible? Mais est-ce que c'est possible? C'est-à-dire d'avoir un engagement qui n'est pas on se réunit 3 fois par semaine ou même 1 fois par semaine, tous les vendredis, voilà, pour faire. Est-ce que c'est vraiment toujours utile? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus léger à envisager qui permette de tirer profit de ce potentiel qui existe, mais qui n'est plus le même,
qui est plus le même que celui que les plus anciens ont connu pendant longtemps. Merci. Il y a des prises de parole qui veulent continuer. On se les garde pour la fin, parce qu'on a gardé un temps aussi pour revenir sur des points. Mais là, il faut qu'on avance parce qu'on a des thèmes qu'on a choisis. Alors, on va parler un petit peu des comportements civiques. Maintenant, alors quel comportement civique faut-il promouvoir quotidiennement pour développer une dynamique sociale et amicale au sein du mouvement sportif? La phrase est longue. Bannir le sexisme, c'est la première chose. Alors, Développer le sport. ah ouais, ouais. Alors il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Ouais. Alors, ok, comportement civique, ok, bonne tenue, etc. Alors dans l'ordre, je sais pas, vous étiez, je crois que... Ah non, pas de galant. Moi, je ne vais pas répondre à la question parce que c'est intimement complexe, mais c'est surtout, il y a un vrai travail, me semble-t-il, sur le sens de civique. Je suis plus sûr que 100% des individus qui sont autour de nous sachent ce qu'on met derrière civisme. Sur le civisme, sur la partie citoyenne, et on met encore une fois sur la notion d'engagement, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'étudier correctement tout ça. Donc, je vais donner ma contribution sur la manière dont je l'employerai, plutôt sur la citoyenneté, donc en référence au socle républicain, donc aux valeurs partagées d'égalité, de liberté, de fraternité, auxquelles on peut, si on le souhaite, ajouter la laïcité. Et du coup, je suis bien évidemment obligée de dire que la problématique du sexisme est la première à empoigner, pour la raison suivante, c'est que la société est à peu près composée de 50% de femmes et de 50% d'hommes. Du coup, effectivement, la première des discriminations, la première des inégalités qu'il faut combattre et qu'il faut empoigner, c'est cette question-là. Donc, promouvoir, dans l'image également, l'égalité homme-femme. Et donc, médiatiser, entre autres choses, autant les femmes que les hommes dans la pratique sportive, et médiatiser les femmes surtout autrement, c'est-à-dire en arrêtant de les enfermer dans un féminin de plus en plus sexiste, parce que de plus en plus érotisé également. Je vois un point commun entre le monde socioculturel que je connais mieux et le monde du sport, c'est que ce sont deux univers qui se gorgent des termes de civisme, de valeurs, d'automaticité entre le sport, les valeurs, le vivre ensemble, etc. Et qui peut-être sont peut-être pas assez vigilants aux problèmes qu'il peut y avoir dans la pratique sportive, et que toutes ces dimensions-là de civisme, elles se construisent et elles ne sont pas immédiates. Et parfois, on a tendance à attendre de l'immédiateté. Et le seul fait d'être dans cet univers fait qu'on est du bon côté. Voilà. Oui, je sais que ça t'embête un petit peu, mais la voix de jeunes sur la vision sexiste qui a été souvent évoquée aujourd'hui, est-ce que ton engagement, tu t'es posé la question, je suis une femme, est-ce que je suis légitime, est-ce que je m'engage, voilà, je voulais savoir un petit peu la vision un peu plus de 20 ans de moins que nous, quoi, finalement. 30%. Voilà, pour rebondir sur le civisme, au niveau du sexisme, au club alpin, cette année, il y a eu mis en place le groupe régional d'alpinistes féminins, qui est composé uniquement de femmes, au sein pour promouvoir la féminité au sein de notre corporation. C'est le mot qui va pas. Après, pour rebondir sur le civisme, c'est aussi le travail de chacun, où, pareil, je parle beaucoup finalement de Club Alpin, parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je me suis engagé dans cette association, c'est que on n'a pas une pratique compétitrice de l'activité, on est plutôt, la première règle, pour revenir sur l'esprit Club Alpin, c'était de respecter le milieu sur lequel on est, donc découvrir un petit peu le monde qui nous entoure, ce respect de notre environnement pour pouvoir continuer à pratiquer en toute liberté, vu que nous, notre terrain de jeu, c'est les espaces naturels. Pour compléter, pour vous faire une petite anecdote qu'ignore sans doute Maxime, c'est que cette équipe
régional Bourgogne-Franche-Comté est exclusivement composé de femmes de 18 à 60 ans. Celle de 60 ans, c'est notre présidente, mais quand vous la voyez, elle a 20 ans. C'est qu'un membre du comité régional vient de dire, oui, vous avez fait une équipe féminine, là, ça suffit bien, vous n'avez jamais fait pour les hommes. J'exige que vous créez une équipe masculine. Nous, on avait créé cette équipe pour promouvoir le sport féminin. Mais maintenant, on va être obligé de faire une masculine. Alors, pardon. Du coup, pour revenir sur ce qu'a dit M. Peseux, au sein du B2, il n'y a aucun sexisme en soi. Vous-même, dans ma vie quotidienne, j'avais été face à ça. Mis à part en cours avec Benjamin Cognier ou Anne Patu, quand il y avait des phrases où il fallait réagir, non, moi, je n'ai jamais été face à cette situation. Du coup, on parle du coup de comportement civique, promouvoir les comportements, etc. Je pense qu'il y a aussi une question de sensibilisation à faire, parce que du coup, donc moi du coup j'ai parlé un petit peu au nom du bureau des étudiants. Nous, c'est une de nos principales missions. Du coup, en tant que bureau des étudiants, ce n'est pas que faire la fête. C'est aussi du coup de sensibiliser. Donc à travers notre structure, on sensibilise sur le handicap, mais pas que. On sensibilise aussi du coup sur le sexisme, parce que du coup, la semaine du 1er au 5 avril, nous allons mettre en place l'Éductour. Donc c'est un événement du coup de sensibilisation auquel les étudiants et les lycéens sont invités pour débattre sur différents sujets de société. Et du coup, nos problématiques ont été du coup la place de la femme dans le champ du sport et l'homosexualité aussi dans le champ du sport. Et du coup, je pense qu'à travers ce genre d'événement, on peut justement donc véhiculer des images, véhiculer de la sensibilisation, et du coup, découlera du coup un comportement civique à adapter. Pour en revenir au sexisme, moi je suis dans un sport uniquement féminin, la gymnastique rythmique, mais je peux vous dire que quand par hasard il y a quelques garçons qui veulent venir, en général ce sont les parents qui ne veulent pas. C'est un sport de filles. On ne veut pas qu'un garçon fasse de la GR, par exemple, parce que c'est vraiment un sport de filles. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que le sexisme côté féminin, parce que nous, on a eu, il y a quelques années, des petits garçons qui venaient, mais ils en font 1 an, 2 ans, et pourtant, ils avaient tout à fait leur place, mais les parents ne veulent pas. Voilà, c'est féminin. Monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour. Christian Herten. Moi, je représente une fédération assez particulière, parce que vu l'âge que j'ai, je fais partie des retraités. Les retraités sportifs, et la Fédération française de la retraite sportive représente à peu près 80 000 adhérents en France actuellement, donc près d'1 millier sur Besançon. Et alors, la problématique que vous avez dans les comités sportifs et les associations sportives, nous on l'a également. Alors, je pensais à une chose au niveau des comportements civiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de voir dans les statuts d'association des articles prévoyant la parité obligatoire? Déjà, ça permettrait déjà de résoudre en partie le problème dit du sexisme. Parce que chez nous c'est pareil, hein, on a plus de 60 ans jusqu'à 80 et plus, on a le même problème, à savoir que nos dirigeants ce sont des hommes, on demande des femmes pour prendre des instances dirigeants, et on n'a personne. Mais si c'était acté, peut-être qu'on aurait peut-être une obligation, certaines personnes se sentiraient obligées. Et je ne vais pas revenir sur autre chose parce que sinon on va allonger le débat. Voilà, c'est donc un acte, les statuts obligatoires. La Fédération française de handball a obligé, c'est une obligation, dans ses statuts, au niveau fédéral et ligue et département, pour l'instant les clubs ne sont pas assujettis à cette règle, 40% de présence des deux sexes dans les conseils d'administration. Mais pour autant, le nombre de femmes qui accèdent au poste de président est absolument de 0, quelques pourcents. Mais je reprends maintenant le travail que vous faites au niveau alors je n'ai pas compris si c'est un séminaire, en tout cas des tables rondes de travail au niveau des étudiants, ça c'est excellent. Je pense que l'école est en train de changer sur la lecture qu'on fait, sur les stéréotypes, les préjugés que l'on a sur justement les problèmes de sexisme. Moi, j'ai été particulièrement mal éduqué
sur l'acceptation de la multitude du potentiel homme-femme. Hein, je viens du Houdou et on m'a expliqué que les garçons ça pleure pas et que voilà, une fille c'est plutôt proche de la cuisine, c'est comme ça. Moi j'ai vu mes parents, mes grands-parents, voilà. Et non mais ce que je veux dire c'est que c'est dans l'ADN, c'est super compliqué pour nous de changer, mais on est en train de changer dans la pratique quotidienne, mais on mettra du temps. Il y a une génération qui n'est pas bonne, c'est encore celle-ci. Je suis presque sûr que, alors je suis prof d'histoire géo, donc je sais que mes élèves sont bien meilleurs que moi, d'accord, et j'ai envie de dire que le problème qu'on discute aujourd'hui ne sera pas du tout discutable dans une bonne quinzaine d'années. Ça sera quelque chose de totalement normal, je ne sais pas comment vous dire, même le mot normal, je ne devrais pas le dire. Deux interventions. C'est dommage parce que je ne voulais vraiment pas aller sur l'égalité homme-femme pour une fois. Donc je finirai sur autre chose, mais je vais revenir sur vos deux remarques tout de suite, juste pour l'anecdote. Hein. C'était le carnaval à l'école maternelle de mon fils. Ce matin, toutes les petites filles sont arrivées en princesse et les garçons sont arrivés en super-héros, en pompier ou en chevalier. Mon fils compris, j'avoue. Hein. Je me flagelle. Du coup, bon, il y a encore du boulot. Vous êtes prof d'histoire, vous savez très bien que l'histoire est écrite au masculin, donc même l'école a encore des progrès à faire, les manuels scolaires sont encore... Voilà, enfin, il y a encore pas mal de choses à faire. Sur l'histoire de l'AGR, le sexisme est encore plus fort dans l'autre sens, effectivement, c'est-à-dire que si aujourd'hui les petites filles peuvent aller vers les modèles historiquement masculins, c'est beaucoup plus difficile dans l'autre sens, et tant que ce travail dans l'autre sens ne sera pas fait, on n'arrivera pas à l'égalité. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que voilà, si c'est que les femmes qui doivent se masculiniser et pas les hommes qui sont autorisés à se féminiser, on n'y arrivera pas. Mais j'avais une solution concrète, enfin, une proposition à faire sur l'histoire des comportements civiques ou citoyens, selon l'angle. Je pense que les sportifs de haut niveau, particulièrement professionnels, ont une responsabilité. Ils sont des modèles pour les jeunes générations et du coup, il devrait y avoir une obligation d'exemplarité et des sanctions fortes prises, mais qui ne soient pas décidées par les clubs, parce que si c'est décidé par le PSG, c'est foutu, mais bien par les fédérations, qui soient imposées par les fédérations quand il y a des comportements homophobes, des comportements sexistes, des comportements violents. Et tant qu'on n'en sera pas là, effectivement, les jeunes générations reçoivent quoi comme message? C'est qu'on a le droit de le faire, quoi. Puisque les meilleurs, ils sont bien payés pour ça, ils ont le droit de le faire, enfin on continue comme gaiement. Et je rebondis sur l'intervention précédente, puisqu'en fait les sportifs sont plutôt des exemples. Il y a le respect de l'autre en général, quel que soit le motif, et l'aspect exemplaire, il est marquant. Dans le sport, actuellement, c'est ce qu'il y a l'arbitre. On parle de sport et l'arbitre. Et dans l'exemplarité, je pense qu'il y a une réflexion à se réaliser. Merci. Pour les autres prises de parole, pareil, on les garde pour la fin de l'après-midi. On va passer au thème suivant. On a voulu aborder aussi la question du financement du sport, notamment avec les fonds publics. Alors, vous avez inversé, d'accord. Bon, quelles attentes le mouvement sportif a des services de l'État et des collectivités? On parlera des fonds publics juste après. On a switché en deux catégories. Alors, quelles attentes le mouvement sportif a des services de l'État et des collectivités? Je crois que la première des priorités pour les fédérations sportives qui font de la compétition, c'est le maintien des cadres techniques. Moi, pour les clubs, on y va. Pour les clubs, la priorité, c'est d'avoir à disposition des endroits où pratiquer. Parce que si on n'a pas d'endroit où pratiquer, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, c'est la priorité. Avoir des gymnases qui soient un peu en cohésion avec le sport qu'on pratique, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, alors je vais dire la même chose du coup. Si on prend le handball qui a eu la chance, qui a travaillé pour avoir une multitude de médailles, fait qu'immédiatement derrière, on a une multitude de jeunes qui veulent faire l'activité. Malheureusement, mais c'est une horreur, hein. On est obligé de dire mi-septembre à des familles, non, on ne peut pas licencier votre enfant dans le club X ou Y. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de gymnase, il n'y a pas de personnel pour pouvoir s'en occuper. Et la deuxième, donc la première attente, c'est avoir plus de salles, ou en tout cas
Comment faire pour que des sports qui pourraient peut-être être pratiqués dehors, comme c'était le cas avant, je parle du football, laissent libre des gymnases pour du handball, parce que c'est pas possible de faire du handball dehors, alors que le football, me semble-t-il, c'était possible. Je pense du futsal, si vous avez bien compris ce que je voulais dire, qui nous a pris la moitié de nos gymnases sur l'ensemble du département du Doubs. Et ça, c'est difficile parce que c'est des gens qu'on apprécie bien, on ne va pas les critiquer, mais c'est complexe. Et moi, la deuxième attente, le comité du Doubs, par exemple, ça fait, je sais pas, 8-10 ans que je suis élu comme président. On n'a toujours pas de locaux, on loue un appartement, ça me coûte X milliers d'euros par an de louer cet appartement. Je serais très heureux d'avoir un espace partagé avec d'autres sports, parce que je n'ai pas besoin d'une grande salle pour moi, pour me réunir, mais nous sommes nombreux à avoir besoin de temps en temps d'une grande salle, mais j'ai besoin de bureaux, et ces 7 000 euros que je mets donc dans la location d'un appartement pour un père privé, je préférais le mettre dans l'emploi ou dans le développement de l'activité. Ah ben nous c'est mieux parce qu'on fait toutes nos réunions au domicile d'un des membres du comité. On n'a pas de local du tout. Donc... J'ai deux choses à dire. La première chose, vu ce qui a été dit précédemment, je pense que ce qu'il faut absolument, c'est que le mouvement sportif ne dépende pas trop des modes de fonctionnement de l'État, puisque ça va transformer sinon les associations en quelque chose de très technique, et donc ça va tuer le bénévolat et la gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait aussi que l'État arrête de considérer les associations comme des prestataires qui doivent constamment, tous les ans, faire des demandes de subventions, être évalués, etc. Ça, c'est un processus qui concerne tout le monde associatif. C'est un processus que Michel Chauvière a appelé la chalandisation. C'est intéressant parce que c'est que l'État s'amuse finalement à représenter le marché et à demander à des mouvements associatifs qui ne sont pas sur la production de biens à avoir les mêmes comportements. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Il faudrait que l'État aussi arrête d'avoir ce type d'attente des associations. Et le deuxième point, c'est que les associations sortent aussi des attentes pas trop par rapport à l'État. Ça, c'est très français. Il faut toujours attendre quelque chose de l'État. Et puis s'organiser entre elles, peut-être éventuellement, pour mutualiser un certain nombre de services et éviter donc de techniciser trop d'activités intérieures de chaque association, mais de mutualiser ces services pour que, sur tout ce qui est comptabilité par exemple, sur tout ce qui est juridique, ça puisse être partagé, ça pourrait créer des emplois d'ailleurs, et peut-être que l'État pourrait aider éventuellement à cette mutualisation. Je partage sans être tout à fait d'accord. Et là, c'est un message pour M. Alauzet pour l'avenir, et surtout à partager parce que nous, actuellement, je DOS, mais plusieurs associations. Sur Dijon, il y a une maison des associations qui est énorme, où des salles sont données à toutes les activités. À Besançon, on n'a pas ça. Nous, comité départemental, on sous-loue une petite pièce. On serait presque obligé de se trouver un appartement bientôt. Non, il faudrait voir mutualiser les choses et l'attendre de l'État, oui. Des collectivités territoriales, pourquoi pas. Que ce soit le département, que ce soit la ville, et pourquoi pas l'État. Mais il faudrait essayer de mutualiser, parce que, comme dit Guillaume, mutualiser entre associations, c'est tellement compliqué. Qui c'est qui va avoir le leadership et tout ça? Nous, actuellement, on est sur un projet entre une association qui est pour moi plus une association marchande qu'une association, pour une histoire de salle d'escalade et de bureaux sur Besançon. Je peux vous dire que voilà, des choses nous sont imposées plus par des fonctionnaires territoriaux que par la volonté des élus municipaux, et ça pèse aux gens des associations que je représente. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc, il faut que l'arbitrage de l'État ou de la collectivité territoriale soit là, mais soit fait par les élus et non pas par les fonctionnaires territoriaux. Oui, Dominique. Et puis après, on parle de la finance. Simplement, moi, dans les attentes que j'ai vis-à-vis de l'État, enfin vis-à-vis de l'État ou des collectivités, je pense que c'est plus une attente d'ingénierie. Quand je vais vous citer un exemple pour l'illustrer. Quand je suis président de club et que je veux créer un emploi, il y a la question de l'argent, mais même si j'arrive à régler le problème de l'argent, j'ai tout le problème technique à côté. Je ne sais pas ce que c'est que la NPE, quand je suis président de club. Si je sais, parce qu'on en parle un petit peu, je ne sais pas ce que c'est que la directe, je ne sais pas quelle aide je peux. Et c'est là que je pense qu'il y aurait quelque part des structures d'ingénierie transversales qui permettent d'aider tout le mouvement associatif à se développer, à travailler. Je pense que ce serait une bonne chose
hein, et puis peut-être avoir un petit peu moins de contrôle tatillon. Ouais, ça c'est la photo. On avait pas des têtes. Alors, en fait, on continue les prises de parole, parce qu'on a basculé sur le thème suivant, donc, qui est l'usage de l'argent public à destination du sport. Donc on a voulu introduire cette question-là dans la discussion de ce soir. Comment optimiser et mieux orienter l'argent public dans le milieu du sport pour en contrôler l'usage? Question suivante qui concerne le modèle économique du sport de demain. Comment le modèle économique du sport va évoluer? Pourrait évoluer? Sur quel axe il faut qu'il évolue? Vers quel sens? Faut-il faire porter le vrai coût de la pratique aux adhérents? Voilà, 3 questions qui concernent les financements. On continue, c'est dans la ligne. Donc, vous attendez au tournant. Du coup, la première sera sur le modèle économique. Une suggestion de différencier les enveloppes, peut-être sur ce qui concerne les politiques en direction du sport pour tous et de celles qui concernent le haut niveau, pour pas qu'il y ait des arbitrages entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il y ait réellement une politique de soutien des deux. Et puis la deuxième chose, justement sur le haut niveau, qu'on ait à nouveau là, une vraie égalité dans le subventionnement des clubs et des sportifs de haut niveau entre hommes et femmes. Donc, je prendrai l'exemple de l'ESBF. L'égalité, c'est à même hauteur, mais c'est aussi compte tenu en proportion du niveau de pratique. Voilà. Aujourd'hui, l'ESBF, c'est le sport de haut niveau collectif, le sport collectif de haut niveau en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne suis pas sûre que si on compare avec des clubs masculins qui sont 2 divisions en dessous, toute proportion soit gardée. Il faut également faire la différence entre les sports collectifs et les sports, entre guillemets, individuels. Oui, une observation sur les relations entre les clubs sportifs et le politique, qu'il soit local, collectivité ou État, les associations générales, les acteurs même en général, parce que les entreprises, peu importe. Je pense qu'on ne peut pas, le politique, se défausser face aux difficultés qui peuvent se présenter avec les uns et les autres dans les relations, sur les attentes d'équipement ou de subventions. C'est toujours la politique qui est responsable. Et ça peut être une commodité pour nous, parfois, de laisser à l'administration faire les choses, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que pour des 1000 raisons. Mais jamais, à la fin, parce que c'est ce que vous avez dit, je comprends que c'est souvent vécu comme ça. Et ça peut être une réalité. Mais au fond, c'est toujours la politique qui est responsable. Voilà. C'est pas tout à fait politiquement correct ce que je dis. C'est la même chose pour l'Europe. Hein. Vous avez dit c'est les fonctionnaires ou la Commission européenne. Il y a des gens qui sont nommés. Non, c'est toujours les ministres qui sont responsables. Vérifiez un peu. Ça, il faut. Voilà. Et à un moment donné, s'il y a un blocage avec des fonctionnaires, entre guillemets, il faut arriver à dépasser ce filtre-là. Je ne dis pas le blocage. Mais que peut-être la décision sera la même, mais c'est l'élu qui la prend. Toujours. La réponse est d'accord, mais toujours. Des expériences de sport, je sais. On a l'impression, et c'est le sentiment qu'on a, oui. que n'est pas appliquée la volonté des élus. Quand on a affaire avec oui. les élus, mais c'est pas ce que j'avais demandé, mais c'est trop tard, les décisions oui. sont arrêtées. Mais je vous dis, c'est parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. C'est comme tout, les choses sont jamais noires ou blanches. C'est parfois par commodité, parce que l'élu n'a pas eu le temps, ou parce qu'il a donné trop de pouvoir à ses services, ou parce que parfois il a esquivé aussi, disons les choses telles qu'elles sont, et ça peut me concerner moi aussi. Donc c'est pas une attaque à mes collègues, je peux être concerné par ce genre de situation. Mais voilà, c'est toujours l'élu qui est responsable. Je pense que dans vos clubs. Vous demandez un rendez-vous à l'élu, puis oui. il dit bah non, je suis désolé, je ne peux pas vous recevoir, j'ai pas le temps. Et ben c'est pas bien. Vous attendez pendant plus d'un an, ben, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est vous pas bien. à ses services. Hein, c'est pas bien. Alors c'est vrai que des fois on travaille 14 heures, 15 heures par jour, voilà. et que. Mais c'est pas bien. Moi je suis désolé, mais c'est on comme va, ça que ça se passe. On va revenir sur le débat. J'ai une réponse, il ne faut pas voter pour lui après. Merci, j'avais compris. Alors, oui, si on considère que le sport, c'est une activité de santé, ça devrait être remboursé par la Sécu. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de coûts. Hein, si on considère que le sport, c'est je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'est un porteur social, de nouveau, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en activité et donc qui ne font pas quelque chose, je sais pas, sur des ronds-points, dans les villes, etc. Ça devrait être gratuit. C'est-à-dire que le sport, moi je reste convaincu que le sport devrait être totalement gratuit. Il ne doit pas être payant. Sauf que, alors je parle que pour moi parce que je ne connais pas du tout les autres sports,
l'argent public, c'est 28% de mon budget. Et il est de plus en plus petit. Et donc le reste, c'est les familles qui portent. Ou c'est des entreprises qui financent à travers soit du sponsor, voilà. Mais un comité départemental, en fait, on n'a pas une image, donc on a très très peu d'argent qui vient ailleurs que les familles ou que l'argent public. Donc les trois questions sont complexes. La seule chose qui me fait vraiment peur, c'est qu'il me semble que si on continue comme on fonctionne là depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans en arrière, demain, on va avoir une baisse du nombre d'adhérents, et les adhérents seront ceux qui auront de l'argent pour pouvoir faire l'activité. Et ça, c'est contraire justement aux valeurs qu'on disait tout à l'heure et de la question d'avant sur l'aspect civique de la chose. Moi, je suis complètement mal avec cette histoire. Deux éléments qui me viennent en tête, sauf erreur de ma part, ce qui est tout à fait possible. Les fédérations ont délégation de service public. Donc, en conséquence, la dernière question ne devrait même pas se poser. Maintenant, il y a peut-être un élément aussi qu'il faudrait qu'on mette en perspective, c'est le nouveau modèle de gouvernance du sport en France qui est en train de se dessiner et qui va peut-être aussi complètement rabattre les cartes. Alors, dans quel sens, je suis pas sûre, je suis pas très optimiste sur le sport pour tous, qui vraisemblablement échouera aux collectivités locales, une fois de plus. Du coup, pour réagir à ce que vous avez dit concernant le sport gratuit pour tous, donc là, je vais raconter une petite anecdote, ça ne concerne pas Besançon, heureusement, mais ça concerne d'autres universités en France. Le SUAPS, qui était censé être gratuit pour tout le monde, dans certaines universités, ils le font payer. Et c'est assez inadmissible parce que le SUAPS est censé être gratuit pour tout le monde et être accessible à tous. Ensuite, on parlait du coup vis-à-vis de la mutualisation. Alors, du coup, le SUAP, c'est Campus Sport, du coup, si vous connaissez, c'est un petit peu la même chose. C'est l'offre, c'est l'offre sportive ouverte à tous les étudiants entre midi et 2 et le soir, principalement. Voilà. Tous les étudiants ont droit d'accéder à ces pratiques sportives, une quarantaine par exemple sur l'université de Franche-Comté. Ce dont vous parlez, c'est la FFSU, la continuité du NSS. Parce qu'on emploie des fois des acronymes qui ne sont pas... Désolé pour les acronymes. Et du coup, vous parliez donc toujours vis-à-vis de cette mutuelle. Il y a une question qui est en train de se poser sérieusement, c'est le sport par ordonnance. Parce que justement, on est en train de parler du sport à travers la santé, etc. Et du coup, ce serait quelque chose qui pourrait être prescrit par ordonnance. Donc, je pense qu'il y a... Voilà. C'est déjà, oui, ça se pratique déjà. D'accord. Mais moi, c'est plus une question sur la prévention. C'est-à-dire que là, c'est dans le cadre d'une guérison, ce qui existe. Prévention aussi. C'est la gymnastique santé. Enfin, nous, ça se fait au niveau de la Fédération française de gymnastique. Ils ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent le sport santé. Du coup, j'avais terminé, mais voilà, je pense qu'il y a des questions à se poser vis-à-vis de ça. Ok. La question des financements, est-ce qu'il y aurait des choses à reprendre? Rapidement, hein, Jacques. Très rapidement. Je suis un peu la nouvelle loi sur le sport qui arrive, puis comme tout membre de DOS, de CROSS ou autre, on se fait le souci, le CNDS, on est content. Le CNDS est mort cette année. Il va devenir quoi? Le CNDS va devenir du loto. Le loto va être privatisé. Quoi qu'on se pose quelques questions actuellement, ça va se faire ou pas. Et ça va être une manne que va devoir quand même trouver l'État, qu'elle substitue au CNDS, ou on va dire l'origine d'où arrivent les fonds, vont pouvoir être trouvés par l'État. Ça, nous, dirigeants sportifs, quand nous, on va avoir un débat tout à l'heure au sein du comité olympique, on va avoir plusieurs comités départementaux qui vont nous poser la question. Et pour l'instant, les réponses, même si on essaye de les structurer, elles sont encore assez floues. Donc on attend. Financement, est-ce qu'il y a d'autres propositions? J'ai une idée mais qui est complètement farfelue, mais j'ai envie de la dire. Comment ça commence? Non, mais il faut un peu.
Moi, je verrais bien l'impôt perçu par l'État des sportifs de haut niveau, je pense au PSG, par exemple, ou ailleurs, handball comme foot, totalement reversé pour le monde du sport, ne me choquerait pas. C'est-à-dire que le sport fabrique de l'argent, et cet argent fabriqué revient au sport, ça me paraît complètement une bonne idée. Mais je ne suis pas président de la République. Ok. Si, on passe à la suite. Il nous reste une dizaine de minutes, qu'on laisse quelques minutes Puis on de laissera, conclusion. voilà, on laissera libre aussi d'autres propositions. Alors on a voulu un petit peu de prospective, enfin en tout cas un peu de créativité plutôt. Quelles attentes pour le sport de demain? Donc là on regarde l'avenir aussi, donc trois axes, équipement, transport, formation, professionnalisation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut aspirer de, qu'est-ce que l'on voudrait pour ce modèle sportif, au-delà de son financement, de sa gouvernance. On n'est plus dans la technicité, on peut être sur quelque chose de beaucoup plus créatif, et voire même être dans la science-fiction si vous voulez, on a le droit. Ça serait intéressant que nos amis étudiants nous parlent de leur vision de la professionnalisation. Donc un petit mot sur formation, professionnalisation. Moi, j'ai l'impression d'avoir une offre de formation qui est vraiment multiple à l'échelle nationale, dans le domaine du sport. Parfois, quelqu'un qui veut se lancer pour devenir un professionnel a plein d'offres, a peut-être pas une vision très claire de qu'est-ce que je peux faire comme formation, vers quel institut je dois me tourner, est-ce que je vais faire un BP, est-ce que je vais faire un CQP, est-ce que je vais en STAPS, est-ce que je vais vers une ligue qui fait de la formation. Voilà. Donc, bon, je militerai plus vers la notion d'un guichet plus unique, où tous les acteurs seraient, on va dire, de façon utopique, contents d'être ensemble et offrir des choses qui se rejoignent, parce qu'il y a des fois des contenus de formation qu'on retrouve dans plein de formations différentes qui vont vers des métiers identiques. Enfin, voilà. Donc une mutualisation et un guichet unique me paraît une idée intéressante. Et que le coût soit moins important. Parce que vous avez des formations qui ont Allez. des coûts faramineux, quoi. Enfin, voilà, vous faites un CQP, peut-être vous coûte 2 000 ou 3 000 euros. C'est un peu cher. Je dirais que l'explication est un peu simple, c'est-à-dire qu'à l'université, une année de formation, enfin 3 ans de formation, on va dire c'est 3 fois 200 € pour obtenir un diplôme qui peut correspondre à 5 000, 6 000, 7 000 € quand il est payé directement par une formation BP, par exemple. Mais dans le premier cas, c'est l'État qui, par l'intermédiaire des impôts, paye combien coûte un étudiant, qui coûte au bas mot 6 000 7 000 € par an. Okay, et de l'autre côté, l'institut de formation doit s'autofinancer et fait peser la charge intégrale du coût de la formation. Et c'est pour ça que les différences de prix s'expliquent. Oui. Peut-être une question, une remarque iconoclaste, mais pour le rapprocher encore du champ socioculturel, j'ai l'impression que la réglementation tue l'activité. Et il y a peut-être trop de réglementation, mais c'est une question de société, parce qu'il faut aussi que le public accepte l'incertitude et accepte la perfection. Mais moi, pour avoir vu des structures où il n'y a que des bénévoles, et donc on échappe aux réglementations jeunesse et sport, par exemple, il y a une créativité énorme, il y a de l'innovation de manière très forte. Et dès qu'on est dans des structures où il y a une forte professionnalisation, où il y a une réglementation qui est connexe, on forme des professionnels à respecter la réglementation qui augmente, donc il y a plus de professionnalisation, je trouve que les activités deviennent compliquées, la gestion des structures devient très 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 compliquée, et on perd tout ce qui est, je dirais, le fondement un peu d'éducation populaire de ces structures. Peut-être qu'aujourd'hui même, là, au niveau de la formation et de la professionnalisation, on arrive à une telle complexité des diplômes que les gens n'arrivent plus à obtenir le diplôme et on a carence d'éducateurs sur le terrain. Prenez le cas typique, c'est la natation. Aujourd'hui, il y a des piscines qui n'ouvrent pas. Il y a Cipédo à Montbéliard qui a fermé son école de natation parce qu'ils n'ont pas trouvé les nécessaires. Pour préciser, Guillaume, tu dis déréglementation.
T'entends par exemple que l'article qui dit que ne peut enseigner contre rémunération quelqu'un qui n'est pas possesseur d'un diplôme spécifique dans le sport, tu voudrais le voir supprimé et qu'il y ait une concurrence finalement ouverte à n'importe qui dit bah moi je peux vous entraîner au handball, je peux vous entraîner à la natation, sans plus de réglementation de cet article principal, quoi, par exemple. Alors, c'est exactement le cercle vicieux, parce que là, tu me renvoies effectivement le... Non, la question, moi je te dis que je n'ai pas la réponse à cette question-là, je te dis juste que la course, le cercle vicieux qui consiste à réglementer et à professionnaliser, fait que la question qu'on s'est posée au départ devient ingérable. Donc on a répondu à la question de départ, c'est-à-dire qu'ils sont professionnalisés, et les bénévoles, ils ont des structures complètement privées. Voilà. Et le secteur associatif, c'est pas ça. Le secteur associatif, il ne peut pas vivre avec un univers aussi réglementé, sinon on va se retrouver dans tout ce qu'on a décrit. Alors, j'ai pas la réponse, hein. On est d'accord. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Parce que, oui, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Je ne suis pas là pour exprimer mes opinions politiques. On a dit bon. Non, par rapport à la professionnalisation de la formation, oui, c'est nécessaire d'avoir des professionnels pour nous former. Mais moi, dans mon cas, je suis également initiateur en escalade falaise. J'ai suivi des cursus de formation et je reste bénévole. Et nous, nos cadres, au Club Alpin notamment, sont formés par des professionnels pour pouvoir accompagner les gens, les emmener dehors. On va jusqu'à des niveaux instructeurs, moniteurs, et qui sont... par contre, là, c'est là où c'est très compliqué, c'est que ça demande beaucoup d'engagement de la part de la personne qui veut se former. C'est minimum une semaine de formation par type d'activité, quoi. Et pour moi, pour le sport de demain, tant que j'ai la parole, je pense que ça va, voilà, par la formation, mais aussi au-delà du sport. C'est pas penser uniquement au sport, mais c'est penser à tout ce qui va autour, les valeurs que ça va engendrer. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire tel ou tel sport parce que ça me fait bien de faire ça. On vient d'abord, je dirais, apprendre l'école de la vie, quoi. Apprendre ce qui se passe autour de nous et découvrir son environnement. Du coup, moi je vais parler un petit peu de la question de la formation. Quelles attentes nous, la première attente qu'on a, c'est que la réforme de l'histoire de bloc par approche par bloc de compétences se passe la mieux possible, parce que c'est quelque chose qui va vraiment modifier notre cadre éducatif à l'université, vraiment, vraiment, totalement, et que du coup la transition avec le monde professionnel se passe pour le mieux. La deuxième attente, du coup, au niveau des étudiants, l'attente qu'on a vis-à-vis de ça, c'est que la réforme du CAPEPS qui est sortie il y a à peu près 2 à 3 semaines, peut-être un petit peu plus, soit modifiée, parce que je peux vous dire que moi, la réforme est sortie, j'ai eu je ne sais pas combien de messages d'étudiants qui étaient du coup dans la branche éducation motricité, donc pour devenir professeur de PS, ils n'étaient pas du tout contents, du coup. Donc ça, on aimerait vraiment que ça change, entre guillemets, parce que la réforme, les étudiants ne la trouvent pas du tout bien. Donc ça, c'est au niveau de la formation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Oui, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous apporter un témoignage, j'espère pas trop fastidieux. Au niveau de la Fédération de la retraite sportive, on s'auto-forme. Parce que bon, on n'est pas des professionnels, on est tous des bénévoles. La fédération dispose de quelques conseillers techniques, effectivement, au niveau national. Et ensuite, des formations sont des formations, ce que je dirais maison. À savoir qu'on a des obligations de formation d'une centaine d'heures par discipline. Personnellement, je suis animateur randonnée, moyenne montagne. Je suis également animateur en formation en cyclo, et ainsi de suite. Vous avez à peu près 20-30 disciplines dans la retraite sportive. Et à chaque fois, on est obligé de passer par ces cursus de formation pour pouvoir accompagner nos adhérents et vous aider en même temps. On est encadré également par des médecins du sport, spécialisés dans le sport. Donc c'est une auto-formation, effectivement.
mais avec quelques garde-fous, heureusement d'ailleurs. Voilà, c'est un témoignage. Moi, je vais vous parler sur la formation des encadrants sportifs. 25 ans de cadre technique, j'ai formé autant de brevets fédéraux et des brevets d'État. Il y a peut-être une réforme à faire par rapport au BE. Dans les BE, pour l'accessibilité, on demande un certain niveau de pratique et on fait confiance aux critères de classement de certains pratiquants. Je parle pour le tennis, où on demande pour avoir un BE, avoir un 15. Alors j'étais au tennis, je suis resté longtemps dans le rugby, et je peux vous assurer ici que ce n'est pas le pratiquant, ce n'est pas le niveau de pratique, et ce n'est pas le meilleur joueur de rugby qui fera le meilleur entraîneur ou éducateur. Loin de là. Vous avez une pratique technique qui évolue à un certain niveau, mais humainement, il y a des gens qui se retrouvent catastrophiques. C'est catastrophique. Je donne la preuve, un des plus grands médiatisés actuellement, qui était un super joueur, qui était une catastrophe. Il est parti à temps, c'est M. Zidane. Si vous savez lire entre les lignes, il a été très intelligent, il est parti quand il fallait. Pourtant, il était... c'est pas lui qui a mené l'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'État... Ce que je veux dire, c'est que dans ce qu'on demanderait à l'État sur les formations, c'est de réfléchir exactement sur ce qu'on demande sur le BE, qui est un brevet professionnel, ne peut pas être aussi exigeant dans la qualité que doit l'être, par exemple, comme le disait Maxime tout à l'heure, une formation fédérale qui engage le savoir-faire et le savoir-faire passé. Un BE, ça doit être au-delà de la pratique technique. Ça doit pouvoir amener à un comportement dans le sport. Et pour en finir, à ce que disait tout à l'heure Guillaume, moi je viens du sport, on disait toujours rugby, école de rugby, école de la vie, et c'est vrai, je ne parle pas que du rugby, de tous les sports. Actuellement, moi je travaille, et j'ai travaillé à la réinsertion de jeunes criminels de 16 à 18 ans, pour en revenir dans nos doux, c'est par le sport qu'on arrive à faire passer certaines valeurs aux jeunes générations et au public en difficulté. Et actuellement, je travaille dans une cité, un QPV de Besançon. Je peux vous dire que c'est par le sport qu'on arrive à remobiliser des jeunes auprès de certaines modalités civiques. Et puis après, on reviendra, on arrive au bout là, quasiment. Une remarque sur formation. J'avais déjà invité. Pardon, sur formation, professionnalisation, et puis une remarque sur l'équipement. Pour conclure par rapport à toutes les interventions, et je souscris tellement à ce qu'a dit dès le début Vincent, le champ de la formation sportive est un champ hyper concurrentiel, et là il y a vraiment besoin effectivement de travailler sur la notion de guichet unique. Parce que vous avez évoqué par exemple, en plus des BE, des BP, des formations universitaires, aussi toutes les formations fédérales. Donc là on a une multitude qui aboutit quand même finalement au même champ professionnel, c'est-à-dire quasiment à la fin on va candidater sur les mêmes postes. Donc il y a une révolution à opérer sur voilà, qui sont les acteurs de la formation et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à homogénéiser toutes les formations qui touchent à la professionnalisation dans le champ sportif. Sur les équipements, parce qu'on n'a rien dit, aujourd'hui on porte dans le cadre du contrat métropolitain le développement d'un projet en lien avec le site de l'USPORT et l'USPORT de l'AREA Sport. Donc le projet c'est le développement d'infrastructures sportives outdoor en libre accès. Donc la possibilité, alors quand ce sont des infrastructures fermées avec du matériel mobile, c'est plus compliqué à opérer, mais effectivement, comme ça a été déjà le cas dans les quartiers politiques de la ville avec les city-parks, des choses comme ça, la multiplication des infrastructures en libre accès est aussi une incitation à la pratique. Voilà, donc si on veut aussi démocratiser l'accès au sport, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Je peux juste faire une petite remarque. Donc moi je suis Julien Petit, je suis salarié du comité olympique dans le département. Par rapport aux formations et aux diplômes, qu'on s'entende bien, un brevet fédéral ne peut pas être professionnel, elle ne peut pas être salarié. Sauf s'ils ont des règlements. Sauf sur des règlements. Alors, sauf sur des règlements, sauf qu'aujourd'hui il y a quelques professions
où c'est accepté. Si vous prenez le cas du canoë-kayak, si vous prenez le cas de la voile, des diplômes qui ont été obtenus avant, je ne sais plus quelle année, voilà, et ça devient compétent. Par rapport aux équipements, en sortant, hein, je vous invite à voir le camion qui est dehors, hein, puisque c'est un camion qu'on a conçu pour aller au plus près des pratiquants, c'est-à-dire que si vous ne faites pas le sport ira. Hein, donc il est fait pour justement aller dans un endroit en partant du principe pour faire du sport n'importe où. Donc on arrive à la fin, donc il nous reste quelques minutes sur l'expression libre. Si vous avez des sujets que vous auriez voulu aborder, si vous avez quelques remarques. Oui, une toute petite surprise, c'est qu'on n'ait même pas évoqué du côté du mouvement sportif les emplois aidés qui ont disparu et qui étaient une manne importante pour nous, les clubs, à tous les niveaux. Et puis, dire qu'il y a quand même une chose qui fonctionne bien depuis plusieurs années, c'est la possibilité de déduire des impôts l'activité bénévole et en particulier les déplacements. Et je pense que ça, il faut le garder. Oui. Moi, il y a une notion qu'on n'a pas discutée, mais qui mériterait aussi, et qui engloberait tout, c'est la notion sport et développement durable. J'entends par développement durable, en écoutant par exemple les exemples d'un guichet unique, ça me semble intéressant, mais est-ce que derrière, ce n'est pas la destruction d'une multitude d'activités qui sont aujourd'hui dans les fédérations, dans les ligues et dans les comités, si justement on centralise tout au même endroit? Je veux dire, l'idée est bonne, mais est-ce que derrière elle est durable sur les emplois qui sont déjà aujourd'hui créés et sur l'immobilier qui existe déjà? Mais voilà, il y a toujours ce rapport. Est-ce que l'idée, elle est riche en termes de durabilité? Pour faire remonter dans ce grand débat auprès des services de l'État, personnellement, je souhaiterais qu'il y ait un regard sur l'arbitrage des grandes manifestations pour la répartition des bénéfices. Je parle de la Coupe du Monde de football. C'est rare que le petit club du rural ait des retombées économiques, alors que c'est promis. J'en parle pour le monde du tennis. C'est catastrophique, c'est ce qui revient au club, alors que c'est annoncé. Et je parle pour la future Coupe du Monde de rugby qu'il va y avoir en France. Le club de Besançon, il risque d'avoir Pinux. Alors, peut-être dans le rôle de l'État, c'est d'avoir un rôle d'arbitrage et de bien vérifier que ça va bien jusqu'au bout. Pour sortir justement des demandes adressées à l'État, il faut oublier que l'État est embêté jusqu'à la gorge. Il y a des dispositifs, des bonnes pratiques qui existent pour favoriser le bénévolat. C'est de demander aux entreprises de permettre, dans le temps de travail de leurs salariés, de pouvoir avoir du temps de bénévolat. Ça permettrait de permettre à des gens qui sont... mais de le faire de manière systématique et que... Alors, le dispositif réserve citoyen n'est pas aussi souple que dans certains pays, mais ça permet à des entreprises de libérer 4 heures par mois, peut-être, par exemple, des gens qui, en fonction de leurs compétences, peuvent être bénévoles. Non, c'est pas pour tellement faire la danse, pas pour faire la confusion. Non, c'est juste pour dire que donc aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, donc c'est la journée internationale des droits des femmes. On a quand même à plusieurs reprises, moi j'ai entendu, vous avez évoqué donc, la question de l'égalité femmes-hommes. J'ai entendu aussi votre remarque en disant peut-être qu'on est encore dans une génération qui conserve en quelque sorte les stéréotypes, mais faisons confiance aux générations qui arrivent et dans 10-15 ans ça évoluera certainement. Je voulais simplement signaler, parce que ça va être forcément rapporté dans la presse de demain, donc la journée qui s'est tenue aujourd'hui, enfin en tout cas la matinée qui s'est déroulée ce matin en préfecture, organisée avec le campus des métiers, la préfecture, l'éducation nationale, des collèges, des lycées, des étudiantes sur les métiers des microtechniques. Et je crois que en fait, ce sont les jeunes filles elles-mêmes qui vont s'affranchir des résistances. Les témoignages ce matin ont été à mon sens tout à fait éclairants.
une jeune fille qui voulait vraiment être dans ce secteur-là, des microtechniques, de la mécanique de précision, avec 2 parents médecins, donc a tenu bon et donc a enclenché, enfin a engagé sa formation et elle est en BTS. Donc voilà, je pense que c'est important de faire passer aussi le message que ce sont les jeunes filles, jeunes femmes elles-mêmes qui vont faire avancer les choses parce que je crois qu'elles vont bousculer les stéréotypes. Alors on arrive au bout, moi j'ai les deux petites idées que je voulais proposer pour l'avenir. Premier point, c'est moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur le non-recours. Le non-recours aux droits, aux dispositifs, aux poches de financement qui existent, parce qu'en fait il existe du financement, il existe des leviers que vous avez présentés qu'on ne connaissait pas, etc. Donc travailler sur le non-recours, dans l'intervention sociale, dans d'autres axes, c'est un sujet très sensible où des droits sociaux, par exemple, ne sont pas utilisés alors que les gens ont les droits, etc. Et dans le sport, au-delà de l'État, au-delà des collectifs, il existe plein de choses possibles pour aller chercher des financements. Donc je pense que ça peut être un axe de réflexion pour le mouvement sportif, de voir comment mieux utiliser ce qui existe comme ressources, parce qu'il y en a. Et deuxième point, c'est je pense qu'il faut qu'on arrive à inventer des espaces de créativité beaucoup plus importantes dans le monde du sport. Enfin, alors je nous mets tous dedans, le monde du sport au sens très large. Des espaces d'invention, on se projette à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on invente la société, c'est de la science-fiction. Il faut juste savoir qu'il y a dans des entreprises, dans des secteurs de la vie sociale, on utilise cette technique de plus en plus pour se donner de l'air, pour essayer de se dire comment ça va devenir, qu'est-ce qu'on veut voir à l'avenir, etc. On est trop centré sur le passé en disant il y a un modèle qui s'écroule, c'était mieux avant, donc projetons-nous dans l'avenir en regardant le passé, etc. Donc moi je pense qu'on a besoin, non pas d'attendre qu'un grand débat se mette en place au niveau national pour l'investir, mais c'est d'inventer, de faire des espaces comme ça, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Et je pense que nous à l'université on a un rôle à jouer là-dessus pour faire de l'université aussi un espace d'invention. Voilà, sur le sport. Ok, merci Benjamin. Merci, Claude. Non, ça, simplement, non, une dernière, allez, une dernière. Madame derrière monsieur, du coup, avait dit tout à l'heure, c'est mieux de montrer sa façon du sport que l'on pratique par le sport plutôt que l'apéro. Je suis totalement d'accord avec vous et du coup, une idée m'est venue très très concrète. Vous en faites ce que vous en voulez, mais pourquoi ne pas justement inclure les parents à travers les clubs et faire un tournoi famille, justement, pour que les parents, du coup, pratiquent avec leurs enfants, parce que jusqu'à preuve du contraire, les parents, pour leur priorité dans la vie, c'est leurs enfants, et du coup, le fait qu'ils voient qu'ils s'épanouissent à travers le sport, ça va peut-être leur donner envie de s'engager et de s'investir. Ok, merci. Donc je pense qu'on a passé une bonne soirée, on a eu des échanges qui ont été riches. Je plains un petit peu Julien, Julien Mallory, parce qu'ils vont tout retranscrire ça sur le site du Grand Débat. Si vous avez été frustré par quelques interventions, vous pouvez les laisser vos notes à Julien. Vous pouvez lui transmettre jusqu'à mardi, mercredi, le temps qu'on digère tout. Vous avez tout le week-end, vous pouvez lui envoyer. Il vous laissera des cartes de visite, comme ça vous aurez son adresse de messagerie. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller directement, personnellement, sur le site du Grand Débat. Il y a des espaces personnels, donc vous pouvez faire des propositions. Moi, je suis relativement satisfait de tout ce que j'ai pu entendre ce soir. Je m'interroge toujours tous les matins sur qu'est-ce que le sport de demain. Donc, c'est vraiment un vaste champ, une vaste question. Merci à Benjamin d'avoir accepté de co-animer. Merci à Vincent d'avoir accepté que l'université, en tout cas d'avoir fait un travail en commun entre l'université et le mouvement sportif. Comme Benjamin, il est un peu pour quelque chose, non voilà. Et puis, je propose à Madame la directrice de nous dire le mot de la fin. Oh, mais je crois que vous l'avez dit. Voilà, excusez-moi. Je vous en prie, monsieur Mullen, mais non, vraiment merci pour effectivement
effectivement la qualité des échanges. Je pense que c'est important effectivement que les propositions qui ont été faites soient remontées. Je ne veux pas relancer un sujet, mais vous disiez, c'est Benjamin, je me permets de effectivement, il faut essayer de faire l'inventaire de ce qui existe, parce que je pense qu'il y a des choses qui existent et qu'on ne mobilise pas. On a un peu évoqué le sport et en fait le développement durable ou la transition écologique. Et voilà, sur le territoire de la CAGB, se mettent en place des conversations carbone. Donc c'est aussi des choses auxquelles, en tant que citoyen, voilà, on peut participer à un titre plus institutionnel. Voilà, donc, des conversations carbone. Des conversations carbone, donc. C'est en fait des groupes, une dizaine de personnes, donc qui sont entre guillemets formés à la problématique de la transition écologique. Et donc, pour ceux qui l'acceptent ensuite, ils peuvent prendre le relais pour animer d'autres conversations, si vous voulez. Donc l'idée, c'est que vous partez d'un groupe de 12, et puis dans le groupe de 12, vous identifiez 2 ou 3 personnes qui acceptent de relayer la formation et l'information à un nouveau groupe de 12, et comme ça vous irriguez, voilà, sur... donc, il y a des initiatives, je pense que... Voilà. Donc, j'ai pas dit grand-chose, effectivement, sur l'évolution de l'organisation de l'administration territoriale de l'État, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a le grand débat qui n'est pas clos, donc qui se finit le 15 mars. Les décisions qui sont attendues dans le cadre de Action publique 2022, elles seront prises après la fin du grand débat. Donc voilà, sur l'administration territoriale de l'État, au local, hein, j'entends, je ne peux rien annoncer parce que tout simplement, voilà, nous n'avons pas de décision, donc nous ne savons pas. Voilà. Sur le CNDS, oui, effectivement, se profile une évolution, mais là encore, à la date d'aujourd'hui, je pense qu'en 2019, on peut se dire qu'on va fonctionner à peu près comme l'année dernière. Pour preuve, on a reçu une pré-notification des crédits pour 2019. En tout cas, on va mener une campagne CNDS en 2019. Donc, il y aura, oui, des évolutions, mais à la date d'aujourd'hui, c'est un peu prématuré, je trouve, pour en parler. Voilà. Et en tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre participation à cet échange. Merci. Donc, donc, ce que je vous propose, hein, si vous souhaitez une petite collation, il y a Bernard qui a préparé derrière, hein, pendant qu'on prépare la salle, hein, pour la réunion suivante, hein, qui est l'Assemblée générale du Comité olympique. Donc, ceux qui veulent rester, vous serez les bienvenus en spectateurs. Et les invités restent. Après, c'est votre apéro. Bien joué.